franchi l'étape de la constitution et du dépôt des dossiers pour les futurs conseils régionaux. On interrogera finalement cette élection qui semble passer inaperçue. Est-ce que c'est une élection sous-cotée? N'a-t-on pas conscience de l'importance des conseils régionaux dans la nomenclature actuelle de notre pays? Et puis on parlera de l'élection présidentielle avec les sorties de certains leaders et candidats ou pas engagés à l'élection présidentielle qui semblent considérer que les clés de l'issue de l'élection présidentielle sont entre les mains de Issa Chiroma Bakary du FSNC ou de Bellouba Maïgari de l'UNDP, qui sont tous les deux candidats venant de la région du Nord et du département de la Benoué. Il semble, à la lecture de ces sorties, que rien ne peut s'obtenir du côté de l'opposition sans l'implication et sans un rapprochement entre Chiroma et Bellouba Maïgari. Ont-ils finalement les clés de cette élection présidentielle? Avec nos invités, on va en parler naturellement ce soir. On aura la chance d'avoir Oumarou Ousmanou, qui est le président du conseil régional du Nord. On parlera, vous l'avez compris, de ces conseils régionaux. On aura Bertin Noah, qui est le secrétaire général du FDC, engagé aux élections régionales et qui présente également un candidat à l'élection présidentielle, le candidat Hiram Iyodi. On aura Lucien Bidima du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de l'RDPC, Sylvestre Lubel Niek de l'Union des populations du Cameroun, qui est un soutien à la candidature de Akere Mouna. Accueillons Bertin Noah, monsieur le secrétaire général du FDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment va le FDC? Le FDC se porte parfaitement bien. Le FDC vit des moments, les plus grands moments de l'histoire politique. Parce que lorsque un parti est représenté à la présidentielle, en même temps, se retrouve encore pour des élections régionales. Vous pouvez imaginer à quel niveau ce parti et comment il peut fonctionner à ces moments-là. Et depuis le décret présidentiel en date du 1er septembre, nous avons été au fou et au moulin en dehors de tout ce que vous pouvez imaginer en ce qui concerne les préparatifs présidentiels. On a ajouté encore notre travail au-dessus, constituer des listes. Et c'est là où je voudrais féliciter tout l'ensemble, Jean-Jacques, à partir du président national du FDC, Denis Emilia Tangana. Je ne peux pas vous mentir, nous avons eu 2 semaines d'intense. Et c'est là où j'ai compris que l'élection présidentielle est l'élection la plus facile au niveau de la pression. Il y a une autre pression qui se présente, mais la constitution du dossier, c'est rien. Par contre, avec l'élection des autres élections qui interpellent la constitution des listes, ça devient difficile. Et le FDC est donc ce parti que vous suivez au quotidien. Nous nous sommes posé des questions. Et c'est là où notre vision politique entre. Parce qu'il y a des partis qui ne trouvent pas qu'ils ont affaire pour aller vers des élections de ce genre. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme nous avons un projet politique au FDC, celui de bâtir un parti d'avenir et de donner, et que ce soit un parti qui ouvre les portes et qui donne des opportunités aux Camerounais. C'est donc dans ce sens que le FDC s'est lancé. On parlera beaucoup justement de votre implication, votre engagement dans le cadre des élections régionales. Mais dites-nous d'abord un mot sur le candidat Hiram Iyodi. Ça se passe comment sur le terrain? Nous sommes en train de travailler à pied d'œuvre, Jean-Jacques, pour mettre sur pied notre stratégie de la campagne. Et d'ici jeudi, nous allons entamer Vous un êtes voyage. en train de mettre en place une stratégie? Ah oui. Oui. Nous sommes en train de mettre sur pied une stratégie au regard des enjeux. Parce que lorsque vous regardez la scène actuellement, il y a beaucoup de mouvements. Et il faut savoir où partir et comment est-ce qu'il faut tenir le discours. Parce qu'il y a tellement énormément
Et la scène est dominée aujourd'hui par les grands meetings populaires. Et sur le terrain des grands meetings populaires, on ne voit pas Hiram Yodi. Vous avez choisi une autre option? Nous avons choisi une autre option. Et je pense que d'ici l'entrée du week-end, le FDC, avec son candidat, nous allons donc déclencher notre temps sur le terrain. Vous savez, il n'y a pas de compétition sans toutefois prendre le temps de mettre une bonne stratégie. Sinon, vous allez mal amorcer la compétition et vous allez encaisser automatiquement. Donc d'ici la fin de la semaine, une grande équipe du candidat avec le parti va commencer dans le Grand Nord. On a quand même eu l'impression que vous ne preniez pas le départ, que vous n'étiez pas prêt lorsqu'on voit votre attitude par rapport à d'autres candidats et d'autres partis politiques. Le FDC avec le candidat que nous avons investi, Jean-Jacques, nous savons ce qu'on recherche dans notre parcours. Nous ne sommes pas, obligés. Nous sommes dans la compétition pour chercher à gagner. Mais sauf que les stratégies ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont sur la scène politique et qui sont en train de s'engager au niveau de leur campagne autrement. Oui. Chacun a sa façon d'aborder sa campagne. Et à nous de mettre notre stratégie qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Parce que la pression n'est pas la même. Lorsque le FDC s'est engagé en politique, il y a eu un certain nombre de choses. Je me souviens, à quelques jours, j'étais sur ce plateau, on n'avait pas encore un candidat. Oui. Ce jeudi-là, on s'est donné rendez-vous le lundi. Le lundi, oui. Et vous m'avez honoré ce jour en m'invitant. Lorsque on a lancé l'émission, on n'avait pas encore tablé. Ce n'était pas encore clair, mais je connaissais déjà, bien que la question m'avait été posée. Donc, vous pouvez donc imaginer, lorsqu'on a déposé, la mayonnaise qui a pris après. Le plus important n'est pas d'aller dans le même sens du mouvement que les gens, certains font, mais c'est de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et le FDC et son candidat savent ce qu'ils sont en train de faire pour que la mise sur pied de leur campagne se passe très bien. Mais on ne vous voit nulle part. Vous n'êtes pas dans le groupe de Fumban, on ne vous voit pas dans les tractations pour la coalition de l'opposition. C'est une démarche solo que vous avez décidé de mener. Nous sommes ouverts aux coalitions, si on peut appeler ainsi, ou bien des alliances. Mais sauf que, Jean-Jacques, le peu de temps qu'on voit ces mêmes mouvements se passer, je me souviens, lorsqu'il y a eu le mouvement de coalition de ATP. ATP avec le professeur Olivier Billet. Les gens nous ont lancé les pierres parce que ce jour-là, dans les encabus, le président Denis Emilien avait fait une conférence de presse où on nous disait que vous n'aimez pas marcher, vous n'aimez pas être avec les gens. C'est comme si beaucoup de déclarations. Mais le FDC est resté dans une communication à laquelle il disait « Nous sommes partants pour des mouvements pareils. Mais sauf que la méthode doit être bien faite. Sinon, il vaut mieux tomber seul et se rendre compte de ce qui t'a fait tomber que de tomber ensemble sans toutefois identifier là où vous êtes tombé. Et de vous à moi, où en sommes-nous avec ce mouvement? Ce n'est pas le mouvement qui est un problème. Nous voulons être ensemble parce que on sait que la mutualisation des forces donne à ce que les choses soient plus solides. Oui. Mais quelle est la méthode qui est mise sur pied pour que ça soit sérieux? C'est à ce niveau-là que le FDC est prudent. Et je voudrais dire quelque chose aujourd'hui, c'est que au FDC, nous sommes une jeunesse qui est en train de travailler pour un projet à long terme. Moi, par exemple, mon âge, je peux encore me donner 35 ans de vie politique avant de prendre la retraite, à partir de mon âge, Jean-Jacques. Et je me dois être prudent. Le FDC se doit être prudent. Oui. Pour ne pas se retrouver d'être emballé avec des gens qui sont à leur sortie de la scène politique. C'est là la prudence. Mais sauf que les choses qui sont annoncées ne sont pas mauvaises.
En quoi la coalition peut être mauvaise? En rien du tout. Mais la méthode. Alors, est-ce que vous n'êtes pas tellement prudent? On dit trop de prudence tue la prudence. Finalement, vous êtes prudent au point où vous n'avancez nulle part. Non, ce sont des gens qui peuvent penser qu'on n'avance pas. Parce que ils ne sont pas obligés de croire à notre façon d'avancer. Mais sauf que des coalitions, je me souviens qu'il y a un groupe aussi, avant tout ce qui est dit là, qui regroupait 7 personnes. Vous les connaissez? Oui. Et ça fait peut-être 3 semaines aujourd'hui derrière qu'on nous disait que dans 2 jours, donc un lundi au mardi, un nom va Il y aura une sortir. fumée blanche. Oui. Exactement. Jean-Jacques, où en sommes-nous? C'est la raison pour laquelle nous attirons juste l'attention des gens. Que le FDC est là pour un projet politique durable. Vaut mieux tomber seul, je le redis, que de vous mélanger et de ne pas faire quelque chose qui va convaincre les Camerounais. Que ce soit nous les acteurs, que ce soit des citoyens camerounais, nous tous, nous voulons quelque chose de bien. Mais sauf qu'il y a une précipitation et des gens qui veulent impérativement récupérer la chose à leur guise. Et c'est à ce niveau-là que les initiatives qui sont tentées à être faites ne donnent pas. Et quand nous allons leur dire, comme je viens de prendre l'exemple tout à l'heure, que le président, on avait fait une conférence de presse où il avait dit que je n'ai pas de problème avec la coalition. Sauf que le FDC présente 11 piliers. Mais on s'est rendu compte que les gens sont en train de faire une sorte de parodie. C'est-à-dire que Jean-Jacques, avec Bertin Noah et autres, nous on se regroupe déjà et on tire déjà la conclusion de ce qui doit être fait. À quoi va donc servir les autres personnes? Automatiquement, il y a problème. Donc c'est comme si les autres n'ont pas la place de venir d'abord donner leur avis avant que les choses ne soient faites. À ce niveau-là, Jean-Jacques, il faut être prudent. Dans cette prudence, il y a eu un groupe qui s'est engagé, l'Union pour le changement 2025, qui a désigné Issa Chiroma Bakari comme le candidat consensuel de l'opposition. La réaction, la position du FDC, c'est laquelle? Les gens qui se sont assis, ils ont décidé de choisir Jean-Jacques Zé. Nous sommes presque sur beaucoup de groupes. Je n'ai pas vu des critères. Je n'ai pas vu l'annonce qui définit un certain nombre de choses pour choisir un candidat. Ils ont décidé, selon les critères qu'ils se sont fixés, ils ont déclaré un nom. Jean-Jacques, c'est de leur droit. Comment est-ce que moi, au FDC, secrétaire général, je vais refuser qui publie? Sauf que dans cela, le président Denis Emilien a fait une sortie pour dire à ceux qui nous écoutent que le FDC n'a jamais refusé une quelconque coalition, mais ne se retrouve pas dedans. C'est tout. C'est de ça que nous faisons chaque fois. Parce que les dés sont mal jetés. Les dés sont mal jetés. On a parlé du groupe de Douala. Vous connaissez tout ce qu'il y a eu. Parce que les gens veulent faire des groupes. Mais quel est l'esprit qui est derrière des groupes qui se forment? Et finalement, on se retrouve que ça tombe. Et nous, on a peur de ce genre d'échec, de ce genre de fonctionnement. Et obligé que, mieux que les gens nous taxent de tout, sorte de noms d'oiseaux. Parce que certains disent que vous êtes des pions du régime. Votre rôle, c'est de démolir tout ce qui peut se mettre en place comme plan de coalition. Vous savez, il y a une liberté. Il y a une liberté d'expression. Il y a des libertés de penser. À quoi je vais refuser que vous pensiez comme vous avez déclaré? En rien du tout. Nous ne refusons pas que les gens interprètent ce qu'ils ont le droit peut-être de dire. Parce qu'un parti comme le FDC, vous connaissez, beaucoup de gens connaissent Denis Emilien Tangana. Ils connaissent tous les cadres qui sont autour de Denis. On est, je le dis comme ça, sans regret, on est des non-aime. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on avance? Des paresseux pensent qu'il n'y a pas le mérite derrière un bon travail. Pour que Jean-Jacques réussisse, il faut qu'il soit appelé fils de, ou bien qu'il soit dit, il est tel. C'est à ce niveau-là que
plusieurs Camerounais ont placé la réussite. Mais le FDC, à partir du jour où le récépissé nous avait été donné, nous sommes sur le terrain. Et nous proposons quelque chose pour les Camerounais qui veulent encore écouter et comprendre un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle, progressivement, on se confirme dans la scène politique. Sauf les aigris, sauf des jaloux, des extrêmes, qui ne veulent pas le reconnaître. Mais je peux leur dire que le FDC, qu'il fouille encore, nous sommes en train de travailler et c'est sérieux. Alors, dans ce progressivement-là, est-ce que ce n'est pas hâtif d'avoir un candidat à l'élection présidentielle alors que vous êtes encore en train de vous construire progressivement? Est-ce que ce n'est pas aventureux d'avoir un candidat à l'élection présidentielle? Vous faites de la figuration, oui. Moi, je pensais que, humblement, Oui. je pensais que pendant la phase de négociation, parce que j'étais en train de lire un texte avant que nous ne commencions l'émission, où un de mes amis, il est dans une autre formation politique, qu'on se côtoie à chaque fois. Il a publié un texte là qui parle de la négociation. Mais je pense que la bonne négociation serait aussi de laisser une autre forme. Est-ce qu'il n'est pas question, au regard de ce que les Camerounais revendiquent, nous sommes assis ici, tel nous aussi, on te donne la place pour que tu deviennes leader de cette coalition. Pourquoi certains pensent qu'ils sont ceux qui méritent de parler au nom du Cameroun? Et nous avons donné leur nom. Il s'agit des élites politiques colons. Ils ont embrigadé la scène politique. Des colons. Des colons. Ils ont embrigadé la scène politique. Et ils pensent que si ce n'est pas par eux, c'est là le problème. Ils ne peuvent plus écouter les enfants parce que on dit qu'il n'y a pas de conflit de génération, un conflit générationnel. Mais ce sont eux qui ont ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en impossibilité de dire que bon, nous allons choisir un de ces enfants, comme ils appellent, et on voit, on lui donne des conseils, on se met à l'écart. Non, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils pensent que ce sont eux qui doivent être tête de file. Et ils peuvent même, cela peut être normal, mais sauf que ça doit se passer dans les bonnes conditions. Il faut donc expliquer à l'enfant pourquoi tu lui dis que attends d'abord. Mais si c'est une obligation que non, moi je te demande de me laisser, je vais prendre le fil. Ça veut dire que c'est une forme de dictature en politique. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une fragmentation qui est en train de se mettre en place. Il y a le bloc de ce que vous appelez les colons, qui semblent être très solidaires entre eux, qui ne parlent que d'eux dans la recherche d'une possible candidature consensuelle. On évoque très peu les candidats Yodi, Kakson et les autres. Ils sont très peu évoqués. Et lorsque vous ajoutez à cela la sortie, par exemple, de Maurice Kamto, qui parle d'un candidat expérimenté en politique et dans la gestion de l'État, on se rend compte que Yodi n'a aucune chance finalement là-dedans. Qui parlait de ça? C'est quelle tranche d'âge? Ils sont les plus de 60 ans. Exactement. On va mettre 70 ans. 70 ans. Oui. C'est pour cela, M. Jean-Jacques, je vous ai dit que c'est l'âge-là qui nous cause des problèmes, qui ne pensent qu'à eux. Et qui se disent que si ça ne passe pas par leurs mains, le Cameroun ne peut pas avancer. Est-ce que de vous à moi, vous pouvez mentionner ouvertement que le Cameroun n'a pas à prendre un autre départ avec ces jeunes que vous venez d'énumérer là? Non. C'est à ce moment-là que ça nous fait beaucoup de problèmes. Comment est-ce que les gens peuvent penser que cette catégorie de personnes qui est en train de prouver sur la scène politique ne peut rien proposer aux Camerounais? Il faut pas écouter le projet politique de notre candidat. Il faut que les Camerounais apprennent à lire et à écouter. Mais ceux qui veulent récupérer la coalition des partis d'opposition, je ne sais pas, je fouille, je demande à ce qu'on m'envoie leur projet, que je lise et que ça convainc. Il est bien vrai que sur ce plateau, j'avais dit que les gens qui écoutent les projets politiques, ce sont eux qui refusent d'aller dans les urnes le jour du vote. Quelqu'un est couché sur son canapé le dimanche là, il te dit que pardon, ne me fatigue pas. Mais c'est la maman qui n'a rien suivi à mon atelier. Et loin au village de l'autre côté, c'est elle après la messe
directement va se rendre au niveau du bureau de vote. Et pourtant, nous avons passé beaucoup d'années en train de parler aux gens qui nous ont même bien suivis, mais le jour du vote là, la personne refuse d'aller voter. Parce que le débat semble prendre cette direction, justement. La notion d'expérience que vous reprochiez souvent au RDPC est en train de migrer et semble être l'argument fort de certains leaders candidats à l'élection présidentielle ou accompagnateurs des candidats à l'élection présidentielle. Il faut l'expérience, il faut avoir géré les structures de l'État pour être un candidat crédible si on s'en tient à ce texte justement de Maurice Kamto. Il faut que les gens soient honnêtes. Les gens doivent être honnêtes de voir la réalité et d'exprimer ce qu'ils sont en train de voir. Jean-Jacques, quelle est la classe d'âge qui gère les choses? Ce n'est pas la classe d'âge qui doit être expérimentée. Quelle est la réalité? C'est ça la question. Et ça nécessite une réponse des gens honnêtes. Ce n'est pas de nous. Les gens qui manipulent l'appareil, qui sont dans les prises de décision, ce ne sont pas les jeunes de 25 ans. Rares sont quelques postes où tu vas trouver un homme de 50 ans qui peut décider, il prend ses responsabilités. Mais les gens qui prennent des responsabilités dans les prises de décision sont des gens qui sont à plus de 65 ans. Quelle est la situation actuelle? Est-ce que ça peut être un argument convaincant pour chercher l'électorat à dire qu'il nous faut des gens expérimentés? Le Cameroun a besoin de deux choses, la rigueur et la moralisation. Et tout le monde peut appliquer la rigueur. On te donne ce trousseau de clés, on te dit comment tu dois faire. Si tu ne fais pas, on fait ce qu'il faut. Vous êtes dans le biaïsme là, rigueur et moralisation. Non, ce n'est pas un homme. C'est ce qu'il a dit qui doit être appliqué. Et c'est une chose qui manque. C'est pour cela que tout ce que nous vivons vient du fait que ces deux mots-là ont disparu. Rigueur et moralisation. Si on les avait appliqués, fondamentalement, c'était fini. D'accord. Le Cameroun serait très loin. Très bien. Le candidat Iyourdi Iram, qui est quand même recherché, on a envie de le voir. On voit plus les responsables du FDC que le candidat. Moi, je pense que, je le disais dans un forum de l'année que je pense bien, que pourquoi on parle de pré-campagne? Pourquoi on parle encore de la période de campagne? Parce que si les gens sont déjà dehors, je pense qu'il faudra qu'on retouche l'endroit là et qu'on dise que la campagne c'est un mois. Vous cherchez Iran. La pré-campagne est intense. La pré-campagne, elle est très intense. C'est même déjà la campagne. Oui. C'est pour cela que vous cherchez les gens qui respectent la loi. La pré-campagne ne veut pas dire que les gens sont déjà dehors en train de faire ce qu'on est en train de voir. Bon, quelle sera donc la différence entre la pré-campagne et la campagne? On était à la pré-campagne et c'est pour cela que notre candidat ne pouvait pas aussi être comme si c'était la campagne. Et à partir du 27, nous allons donc commencer la campagne. Mais il va être coincé. Hein. Les autres disent que 2 semaines, c'est très peu. Le Cameroun est large, le Cameroun est très vaste. Ce n'est pas ce qu'on va faire là. Même si on nous donne un an, le Camerounais qui est conscient, il sait qui va voter. Donc, tout le reste des choses-là, c'est juste pour occuper le temps qui a été prévu selon le code électoral. Les Camerounais savent qu'ils peuvent, chacun sait à qui il va voter. Même si ça prend 1000 ans, le jour-là, il n'aura pas besoin de tout ce qu'il a suivi. Il va aller choisir la personne qui va aller choisir. D'accord. Bonsoir à vous. Je crois que les deux leaders du Nord bêchent certes sur un terrain stratégique pour l'élection présidentielle. Encore faut-il se débarrasser de l'énicisme mental et résoudre la difficile équation de la crédibilité, sans oublier que l'élection présidentielle est un panorama à 360 degrés sur les 10 régions. Didier, depuis Yaoundé, qui a déjà anticipé sur la thématique concernant ces leaders venant du Nord. Bonsoir. Dites à M. Bertin Noah qu'il a mon argent, 10 000 francs. Vous payez vos dettes. Alors, il est 10 000 francs depuis 2016-2017, station-service Olivia Brazzaville. Antoinette. D'accord, merci de nous regarder et de participer à la causerie du soir. Vous savez que quand nous on cause au village, il y a toujours quelqu'un qui vous sort un sujet, comment on dit, un genre la réticence des uns et des autres à aller retirer leur carte de vote est due à l'élimination du candidat Kamto
puisque bon nombre de Camerounais avaient profondément placé leurs espoirs en lui. Ernest Zambo, journaliste à Ekounou, très bonne émission. Ernest Zambo, si vous partez vous inscrire, vous ne retirez pas votre carte d'électeur, parce qu'un candidat n'est pas aligné à la course. Ça veut dire que vous n'êtes pas un acteur du changement, comme on le dit. Bonsoir. Parlons peu, mais parlons bien. Est-ce que le débat médiatique à cette heure devrait être polarisé sur les thèmes clivants? Alors, est-ce qu'il y a un thème qui n'est pas clivant? Quand on met un thème, ça veut dire qu'il y a justement des versants. Ce n'est pas l'unanimisme qu'on recherche ici. Où sont les projets de société de l'opposition et quel est le bilan des grandes opportunités? Alors, vous passez le temps de parler du candidat consensuel, des coalitions et j'en passe. Ah bon, la question est là. Les projets de société des candidats existent et ils en parlent depuis. Chaque jour quand on reçoit les candidats ici dans les entretiens, ils parlent de leurs projets de société. Ils ont les sites internet, ils ont des directions, des démembrements, des permanences dans lesquelles vous pouvez aller trouver le projet de société. Aucune émission ne parcourra tout le projet de société d'un candidat, mais c'est vous qui devez avoir la curiosité d'aller à la rencontre de ces projets de société qui existent bel et bien. Merci de participer au programme. On aura d'autres messages tout à l'heure. Le temps d'accueillir Lucien Bidima, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lucien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je tiens à m'excuser auprès de vous et à vos téléspectateurs. Vous savez que nous avons pris la décision de mettre le Cameroun en travaux. Nous avons commencé il y a 7 ans, mais nous avons décidé d'accélérer. Donc vous trouverez donc les grandes villes. Nous sommes en train de faire les travaux. Il faut féliciter ceux qui ont pris cette initiative. Et conséquent, ça crée quand même quelques perturbations qu'il faut relever. Avant de... Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. C'est les œufs qu'on passe pour faire une belle omelette. Voilà, je voudrais quand même dire quelque chose ici, parce que là, j'ai décidé qu'à chaque fois que un membre de mon parti va soulever un problème d'ordre structurel ou bien d'ordre opérationnel, je ne veux pas hésiter de le faire. Et ça, je pense ça sur moi, pas sur le prisme du RDPC. Il y a une entreprise qui a fait les travaux à 100 mm. Et vous savez que quand on fait les travaux de route, il y a ce qu'on appelle les sous-traitants. Et les sous-traitants, le plus souvent, on demande, et ça tombe bien, le maire est là, on demande beaucoup plus. Que ce soit les petites entreprises, les petites PME camerounaises qui gagnent ces petits marchés. Il y a donc une PME qui a gagné ces marchés. Je ne sais pas s'il faut prononcer le nom de cette entreprise, si ça vous coûterait des problèmes. Non. Allez-y. Et cette entreprise qui s'appelle Arab Contractor a fini de réaliser les travaux. Et cette petite entreprise, qui elle s'appelle Lugui, a fait des stades, des petits stades, à hauteur juste de quelque chose comme 18 millions. Mais depuis 3 ans, Arab Contractor refuse de payer le sous-traitant, qui a déjà tout fait, saisir la justice, essayer de saisir les comptes. Comme apparemment ils disent qu'ils ont les bras longs, ils sont intervenus. Alors, mais ce qui est très grave quand même, quand j'analyse la situation, c'est que c'est une entreprise étrangère qui globalement exporte nos devises et qui gagne tous les gros marchés ici. Et je n'ai pas encore vu au Cameroun une grosse infrastructure d'Arab Contractor, c'est-à-dire un centre culturel ou quelque chose. Et alors, a dit que les petits Camerounais qui, eux, ils se débrouillent, ils payent les impôts, ils ont le personnel, ils mettent les titres fonciers, engagent pour avoir quelques petits sous pour réaliser des petits travaux comme ça, ils n'arrivent pas à le faire. J'ai dit que je vais attirer l'attention du ministère des Finances. Je vais attirer l'attention d'Arab Contractor pour lui faire comprendre que nous sommes des Camerounais et qu'ici c'est au Cameroun et qu'on n'acceptera pas ça parce qu'après ça, on va mettre ça sur le dos du président de la République. Alors que lui, quand le maire là va nous dire, quand on a dit que le système IMO, c'est un système bien pensé, que quand une entreprise réalise les travaux, que les sous-traitants viennent de ces petites entreprises-là pour permettre aux Camerounais de gagner quelque chose dans le budget d'investissement que je connais très bien le fonctionnement. Donc voilà le coup de gueule que je voulais faire. Le coup de gueule est passé. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le coup de gueule vient de Lucien Bidima. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Je voudrais marquer ma surprise. Mais elle est heureuse, ma surprise. Voilà.
que c'est Bidima qui se plaît. Mais l'affaire me gêne un peu. Parce qu'il pense que nous avons confié de ça à quelqu'un et il faut s'en prendre à quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il ne faut pas que vous veniez dire que c'est le président. Je suis obligé de dire que c'est lui. Non. Les bras longs, vous allez me soutenir pour une fois seulement. Non, parce que vous avez parlé des bras longs. Vous avez parlé des bras longs. C'est les gens qui ont accès là-bas. Tous ceux qui ont les bras longs dans ce pays, on les connaît. Et c'est là la culture. Même pas le parti, il connaît. Je ne serais pas c'est une affaire de bras longs. Je ne serais pas cette histoire d'Arab Contractor. Ce n'est pas lui qui en parlait. Parce que beaucoup de petits Camerounais, petits entre guillemets, se plaignent de ne pas être payés lorsqu'ils ont fait la sous-traitance. Mais rappelons que sur le code de marché, il y a deux possibilités. L'entreprise peut elle-même faire la sous-traitance. Mais dans certains contrats, on exige que 30% des marchés, enfin, du marché soit réservé au PME national pour leur permettre quand même. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je me rappelle quand même que Arab Contractor a réalisé pratiquement toutes les routes de Miomé Sala. Oui, il faut le dire clairement. J'ai vu un courrier une fois où le DCC, le cabinet civil, qui normalement ne devait rien avoir dans la passion des marchés. Bon là, normalement. Je dis normalement. Normalement. Il ne devrait rien avoir. Il intimait, il donnait un ordre très gentil, comme passait 100 milliards de marchés pour les réseaux routiers de Miomé Sala. C'est la varie de Miomé Sala, communal. Pendant que les autres se battaient avec 27 millions, Miomé Sala en avait quand même pour 100 milliards. C'était la demande instructif, il faut le dire ainsi, du DCC. Et c'est Arab Contractor qui était là-bas. Lorsqu'Arab Contractor les bras longs, ça va vers où les bras longs là? Ça va, ce n'est pas vers le DCC, vers son patron. La ligne directe. La ligne directe. Rouge. Absolument, il faut le dire. Maintenant, il faut le dénoncer quand même. Lorsque vous avez fait travailler des gens, il faut les payer si vous êtes payé. Parce que moi, je n'ai pas la preuve que... C'est une chaîne. Hein? C'est une chaîne. Il faut d'abord être payé. Il faut être payé pour payer les autres. Oui. Vous savez, ce n'est pas le seul cas. Hein. Il y a le cas Pitini, il y a le cas McGill, le cas c'est plus le stade Paul Biya ou le complexe, on ne sait plus très bien. Dans tous les cas, les sous-traitants continuent à se plaindre qu'ils n'ont pas été payés. Pendant que le Cameroun devrait payer des pénalités à ces gens pour avoir exécuté les travaux, je ne sais pas comment. Donc, il faut que Bidima soit logique et cohérent. Je voulais finir par... Non, il ne faut pas gâter son coup de gueule. Non, c'est mon ami. Le fond du coup de gueule est bon. C'est mon ami. Qui vous dit que nous, on n'a pas le droit de dénoncer? Il faut les payer, je suis d'accord. Mais il a c'est qui? Il a dit qu'il va tirer l'attention du ministre des Finances. Qui est chargé de faire respecter la loi, y compris les contrats que l'État signe avec les tiers. Lucien a dit qu'il va attirer l'attention du ministre des Finances pour qu'on paye les sous-traitants. Peut-être qu'en allant découvrir que c'est même plutôt l'entreprise Arab Contractor qui n'a pas été payée. Dans tous les cas, il faut voir dans le fond. Même non. Il n'y a aucune condition. Il n'y a pas parce que vous êtes sous-traitant qu'on vous conditionne que c'est lorsqu'on va payer. Il va payer avec quoi? Voilà. Non. Et tu peux pas être payé dans un marché. Tu es payé par un autre marché. Un point qui est très important. Oui. En fait, l'État du Cameroun a appauvri ses propres PME en ne pas les payant. Aujourd'hui, si vous regardez les petits marchés, même de 200 mètres de route, on donne ça aux Chinois. Parce que les Chinois ont la caution, je peux dire, étatique de l'État chinois. Vous pouvez les payer ou pas, ils seront payés un jour. Les petits Camerounais ont été tellement floués. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas payés. Les personnels rentrent au village, c'est la catastrophe. Je me demande bien à qui il faut qu'on s'en prenne. Parce que Bidima veut nous flatter. Ou parce que c'est la campagne, il commence à enlever. Non, Bidima n'est pas... Non, il veut ramener une réponse à Sambelima. C'est pas une zone de Sambelima. On va le dénoncer. Lucien, mon cher ami, demandez... Vous avez vu que nous-mêmes on dénonce. Vraiment, vous dénoncez. Mais peut-être que vous le faites un peu tard, mais il ne vaut tard que jamais. D'accord. Disons une chose. Alors, il y a quelqu'un qui Il faut payer. Oui, il faut payer. Maintenant, est-ce que le Cameroun a le moyen de payer? J'en sais rien. Parce que si moi, je dis que le Cameroun... Mais si vous engagez... Parce que je ne crois pas que le Cameroun puisse faire travailler les gens et refuser vraiment de payer. Ça le Cameroun paye. Et je vais vous dire quelque chose. La dette, s'il vous plaît. Une seconde. L'émission sur cette thématique-là. La dette intérieure, on va pas conclure l'émission. Vous nous donnerez l'occasion d'aborder cette problématique-là dans une émission. Et je suis sûr que M. le Président du Conseil régional du Nord qui est avec nous, il se retrouve dans tout ce qui est en train d'être dit. M. le Président, bienvenue. Bonsoir, M. Zé. Bonsoir aux co-panélistes. Permettez-moi de saluer vos millions de téléspectateurs
téléspectateurs et de m'excuser d'être arrivé un tout petit peu en retard. Pas que nous découvrons Yaoundé, mais nous découvrons Yaoundé en chantier avec ce que cela peut avoir comme vicissitude aussi sur la circulation. Au moins, le bon côté de l'affaire, c'est que Yaoundé est en chantier. Même si certains de ces chantiers ne semblent pas évoluer. Bien, nous apprécions, mais vous savez, venant des Garois, nous disons, nous venons de la plus belle ville du Cameroun, et bon, nous apprécions ce que Yaoundé se transforme aussi au jour le jour. Un peu comme Garoua. Elle tend vers Garoua. Elle sera comme Garoua, c'est ce qui est une bonne chose. Vers Garoua. Ce sera une bonne chose pour les citoyens de Yaoundé. Alors, juste un mot sur la thématique qui était évoquée, malgré nous, la dénonciation de votre voisin, qui est du même parti que vous, en tout cas. Vous savez, le problème n'est pas celui de l'appartenance partisane ou locale ou régionale, c'est celui de crier déjà peut-être les problèmes que les populations rencontrent et portent l'attention de leurs élus, de leurs leaders. Mais de l'autre côté, je voudrais aussi que l'on se remette un tout petit peu au contrat. Avant de venir sanctionner ou dénoncer, qu'est-ce qui était dans le contrat, que dit le contrat? Est-ce que les sous-traitants devaient être payés, que l'entreprise principale soit payée ou pas? Ou alors elle devait être payée au prorata de paiement de l'entreprise? Quelles étaient les clauses? Je pense qu'à partir de ce moment, on pourrait indexer l'une des parties ou l'autre, parce que comme vous l'avez dit, peut-être que l'entreprise principale elle-même n'est pas rentrée dans ces fonds. Ces choses que nous voyons régulièrement. Alors moi, je voudrais réserver une appréciation là-dessus, ne connaissant pas le fond de l'affaire. Peut-être que mon voisin, lui, est au fait de toutes ces choses, pour ça qu'il a fait ce que vous avez vu, ce coup de gueule. Mais je dis, ok, c'est une bonne chose. Les textes en eux-mêmes, tels qu'ils organisent le système de passation des marchés au Cameroun, je peux vous dire que par ailleurs, ça a été vendu dans d'autres pays comme best practice. Le décret 2018-366 portant code des marchés publics au Cameroun a fait l'objet de plusieurs débats au niveau de la Banque mondiale, qui a été l'une des instigatrices de l'adoption de ce texte-là. Et beaucoup de dispositions dans ce texte-là sont des best practices aujourd'hui dans le monde. Mais maintenant, allez voir entre cette belle architecture légale et réglementaire difficile, hein. Et de l'autre côté sur le terrain. Non, je dis, faites une différence entre l'architecture réglementaire et la pratique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faudrait aussi que l'on fasse une différence entre la passation des marchés et les paiements des prestations. Vraiment. Parce que les réalisations elles-mêmes, c'est déjà un problème. Les règlements de ces réalisations, c'est un problème. Donc, c'est tout un ensemble qui est là et qu'il faudrait d'abord regarder très près avant de poser un jugement de valeur. Y a-t-il de bonnes choses? Oui. Y a-t-il de mauvaises choses? Le cas de Sangmelima. Le cas de Samuel peut être illustratif de certaines pratiques qui ont cours. On ne peut pas le nier. Parce que c'est des Camerounais qui ont perdu de leur argent, qui risquent de perdre peut-être de leurs biens, ou carrément de leur liberté pour certains. Mais alors derrière cela, comme je dis, il faut rentrer dans ce que l'on a mis soi-même dans le contrat. Vous ne pouvez pas, si vous avez signé un mauvais contrat, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je crois que le maire est d'accord avec moi. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous signez. Au moment de conclure le contrat, qu'est-ce que vous y mettez? Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous protégez vos intérêts dans tous les cas d'espèce? Ou alors vous êtes arrivé, vous regardez juste le montant de la prestation qui vous est proposée et vous signez parce que le montant il est assez alléchant, alors que derrière il y a des clauses que vous n'avez pas peut-être maîtrisées. Il y a plusieurs facettes de ce problème qu'il faudrait peut-être maîtriser avant de poser un jugement de valeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil régional. Je pense que l'État doit protéger même ceux qui ont fait des mauvais contrats. C'est le rôle de l'État. Les protéger. C'est le rôle de l'État. En réalité, on est dans un territoire où nous avons confié notre destin à un homme. Je ne dis pas un parti politique, mais lui, il appartient à un parti politique. Que les Camerounais aussi des bons ou des mauvais contrats, à un moment donné, c'est lui qui doit s'occuper de nous tous. C'est pour ça qu'il fait le coup de gueule. Que le cas de la PME signe un mauvais contrat, dans tous les cas, il n'est pas payé. Maintenant, peut-être qu'il n'est pas payé parce qu'Arab n'est pas payé. Il faudra payer. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, ne passez pas les marchés sans savoir la situation. Alors, nous parlons le même langage. Absolument. Toute prestation faite doit être payée. Absolument. Maintenant, il faut tenir compte des réalités, des contingences et autres. Ça, pour moi, nous partageons la même chose. Voilà. On doit être payé au prorata de ce que l'on a fait, mais on doit tenir compte aussi des réalités qui malheureusement. sont D'accord. On entre justement dans la thématique, la première, qui concerne les conseils régionaux. Nous avons cette chance d'avoir tout un président de conseil régional. Élection sous-cotée ou pas, très peu considéré au regard du peu d'engouement qu'on observe avec l'ouverture de cette élection qui aura lieu le 30 novembre prochain. Le FDC présente une quinzaine de listes.
15 listes. Qu'est-ce qui vous envoie, vous qui n'avez pas... on dit, comment vous allez même faire pour gagner? Qu'est-ce qui vous envoie au régional? Jean-Jacques, il faut déjà dire que ce n'est pas la première échéance pour les conseillers régionaux que le FDC veut participer. Nous avons fait, en 2020, le FDC venait juste de s'écrire, mais on n'a pas... Le collège électoral est le même. Hein? Oui, mais on n'est pas sorti. Le résultat peut être mais on n'est pas sorti là à quelques temps que le FDC soit créé. On a eu des voix qui ne venaient pas de nous. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes en train de bâtir un projet politique. Et les partis politiques ne sont pas des sociétés civiles. Un parti qui a été créé doit évoluer pour chercher le pouvoir en passant par le vote. On est d'accord. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui doit nous empêcher de ne pas aller postuler parce qu'on a un conseiller? Non. Je pense que c'est l'attitude des gens qui n'ont pas la vision. Mais pour nous, un conseiller, oui, mais vous partez postuler et parce nous que vous avez la vision. Nous avons eu oui, des voix qui n'étaient pas nos voix au départ. C'est la même chose avec l'élection sénatoriale. C'est la raison pour laquelle des partis comme le nôtre, doivent être félicités, même si on ne partage pas les mêmes idéologies politiques. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous qu'un parti comme le FDC qui est allé aux élections sénatoriales en 2023, on s'est retrouvé à 87 voix, avec un conseiller au départ. Comment ça n'encourage pas d'évoluer? Pourquoi? Parce qu'on propose quelque chose que les Camerounais sérieux disent que bon, on va faire avec. D'accord, on est d'accord sur votre vision politique. Mais est-ce que ce n'est que ça qui vous motive ou alors vous pensez sérieusement que les conseils régionaux peuvent apporter quelque chose dans le développement? Tout à fait. Nous n'avons pas, le FDC n'a jamais refusé une échéance. Comme certains qui se limitent à la présidentielle. Et les autres cas, ce n'est pas leur problème. Nous, on y va au front parce qu'on veut grandir. Je ne voudrais pas, je vais te dire ici que pendant ces 2 semaines, à partir de la date de décret jusqu'au 17, qui a été la date de fermeture, j'ai eu une autre expérience au niveau du secrétaire. C'est moi qui suis le secrétaire général. Comment monter les listes? Comment s'en sortir et que les listes là soient validées? Jean-Jacques, c'est quelque chose qui confirme des gens qui veulent grandir. Et nous ne voyons pas la perte de l'argent qui est là. Nous cherchons à acquérir de l'expérience pour mieux bâtir notre formation politique, notre parti pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous continuons, nous poursuivons toutes les échéances politiques. Alors, la décentralisation, les conseils régionaux, qui sont un peu les outils de développement. Monsieur le maire, après 5 années, la première expérience, est-ce qu'on croit à l'efficacité des conseils régionaux tels qu'ils se présentent aujourd'hui? C'est une question embarrassante. Je voudrais la segmenter pour mieux répondre. Je ne peux pas être là où je suis et ne pas croire à la décentralisation. Ce ne serait pas logique de ma part. Mais est-ce que c'est ce qu'on nous a vendu qui est servi? Là, j'ai dit non. Que ce soit au niveau des communes ou des conseils régionaux, c'est la même chose en réalité. Je pense que l'État, à un moment donné, joue un jeu qui va se retourner contre lui. On était libre de faire un autre choix. Mais en 91, il faut rappeler que ça part de 91 à tripartite. Il y avait 3 choses sur la table. Il y avait la séparation, il y en a qui voulaient partir du Cameroun. Il y en a qui voulaient la fédération. Il y en a qui voulaient l'État unitaire. On s'est dit, bon, tant qu'à faire, puisque nous avons le même sentiment d'appartenir à la même nation, on veut rester ensemble malgré les... Bon, on décentralise. Ça veut dire qu'en réalité... Et il y avait, au-delà de ça, la longévité au pouvoir. On se disait, si on décentralise, le pouvoir central ne sera plus assez alléchant que ça. Parce que la décision sera rendue ailleurs que là-bas. Du moins, certaines décisions. On aura réduit l'attractivité. C'est ça, on se disait que... La bagarre pour les 5 moi, je vous dis milliards quelque chose. Si j'ai le choix entre être président d'un conseil régional et être président de la République, je choisis le conseil régional. Qui me semble beaucoup plus proche des populations que le président de la République. Malheureusement, je crois que le président y a cru aussi. Et nous sommes au même niveau. Bon, mais eux peuvent avoir l'excuse qu'ils viennent d'arriver, c'était le premier mandat. Et puis on s'est dit, le temps de faire les plans régionaux de développement et tout, pour avoir la boussole du développement régional.
Mais il y a un conflit, parce que la région n'existe pas sur le plan territorial à la réalité. Elle n'existe pas. La région est la conjonction territoriale des communes. Et c'est pour ça qu'on a tendance à croire que si on fait sigma des plans de développement des communes, on va arriver à la région, mais ce n'est pas vrai. Il faut prendre le temps de faire les plans régionaux de développement. Je pense que je ne sais pas si c'est fait, certaines régions l'ont fait. Mais il faut passer par là. Mais malheureusement, lorsqu'on a fini de passer par là, on revient à la loi. La décentralisation est une disposition constitutionnelle. D'où vient dire que sa mise en œuvre soit réglementaire. C'est ça le problème. Tant qu'on va laisser aux ministres le choix de se départir de leurs prérogatives ou pas, même si vous criez tous les jours, personne ne se suicide volontairement. Parce que si vous avez 100 ministres, je dis ça comme je pense, très peu sont capables de dire vraiment ça là, je ne veux plus. Mais je me rappelle quand même, je veux le citer ici, l'ancien ministre des Travaux publics, un ancien maire, vous savez de qui je parle. Oui. Nous sommes en Balmain dans le cadre de la région du centre. Ces directeurs nous manquent de respect, estimant que nous n'avons pas les compétences pour gérer les routes. Il leur demande, chez le directeur. Les routes nationales, les axes lourds, nous ont dépassés. Ça, nous les connaissons. Comment voulons-nous gérer les routes qu'on ne connaît pas? Si vous avez deux ministres... Il avait ce franc-parler. Hein. Si vous... Non, absolument, oui. Si vous avez deux ministres comme ça, il n'y aura pas de conflit. Parce qu'en réalité, le problème, c'est quoi? Si nous avons le même objectif, c'est-à-dire développer le Cameroun par là-bas, c'est un choix constitutionnel. Oui. On ne devrait pas avoir de problème. Mais malheureusement, les gens ont d'autres problèmes. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas tant de développer, c'est les marchés qu'il faut passer. Pourquoi va-t-on laisser passer un marché par le président du conseil régional ou par un maire, alors qu'on peut le faire à Yaoundé? Parce que dans la loi, sur le code sur les CTD, il y a le principe de concomitance qu'il faut tuer. Jean-Jacques Zé. On ne peut pas dire que laisser le maire faire ou faire le travail du maire, c'est faire quand même. C'est dans la loi. En réalité, lorsqu'on vous dit qu'on dédie le tout à la décentralisation, ça dit, décentraliser dit quoi? Laisser, ça dit faire ou faire faire. Oui. Généralement, si l'objectif de faire ou de faire faire, c'est passer le marché pour avoir sa commission, on fait. Je vous fais un schéma. C'est ça qui a tué notre décentralisation. Parce qu'en fait, je ne fais plus de reproche au ministre, je reproche à Paul Biya. Parce que nous n'avons... Non, c'est vrai, c'est lui seul et lui seul qui peut régler ce problème. Pas le Paul Biya, le président de la République. Oui. Parce que on va arriver à un sujet tout à l'heure où vous allez me dire que vous êtes peu courant. Je ne parle plus de Paul Biya, je parle du président de la République. C'est à lui. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas un texte qui soit issu des députés qui soit passé au Cameroun. C'est les textes du gouvernement qui passent. Seulement des projets de loi. Aucune proposition de loi. Il n'y a que lui. C'est pour ça que j'ai dit lui. Il peut se rendre compte que nous avons fait un bon choix, mais on le met en œuvre malheureusement mal. Il faut réparer. J'ai dit ça devant le président du conseil régional. Il sait bien que nous souffrons les mêmes problèmes. Parce que le ministre des Travaux publics, le ministre de X, lorsqu'il passe un marché pour le compte du conseil régional, c'est illégal. C'est-à-dire, le Nord a un problème de route régionale. Le MINTEP a le droit légal de faire passer le marché par la région. On a même vu les travaux en régie. Ou lui-même. Et c'est légal. Oui. Pourtant, ailleurs, là où un Camerounais, qu'il faut également citer, parce que faut pas seulement dire que le Cameroun travaille mal. Il y a un certain Long Bastien, ancien du FECOM. C'est lui qui met la décentralisation marocaine en œuvre. C'est lui. Le Maroc a donné 4 compétences au CTD. 4 seulement. L'eau, l'électricité, l'assainissement et les routes. Les gens ne demandent pas mieux que ça. Parce que lorsqu'on a réglé ces problèmes d'infrastructure, le reste vient seul. Et ça marche. Nous, on en a une vingtaine ou 28 d'ailleurs. Mais à la fin, zéro. En fait, on nous vend le vent en sachant d'avance que dans cet embrouille-là, personne ne s'en sort. Donc, le problème revient au pouvoir central. Est-ce que nous voulons... Malheureusement, le discours veut dire que accélérer. Mais on n'accélère pas avec le frein à main. Si vous l'accélérez, lâchez d'abord le frein à main. Donc, le problème d'aujourd'hui, c'est que, Jean-Jacques, moi, j'y crois. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ma croyance suffit pour que ça marche? Malheureusement, non. Vivement donc, pour ne pas être comme Bidima n'aime pas que je sois habituellement, parce que Bidima, c'est que je critique, je ne critique plus. J'ai dit, moi, Paul Biya, c'est fini, j'en parle plus. Je parle à ceux qui viennent, donc après, je leur dis, si nous voulons que ça marche, il faut changer de paradigme. Il faut absolument se dire que lorsqu'on a une donnée constitutionnelle, l'État central la met en œuvre. On ne revient pas au règlement, dont le gouvernement. Parce que sinon, le ministre ne peut pas. Moi, je vois les gens se vanter. J'ai entendu un ministre dire l'autre jour que pas en consent. Monsieur le maire, donnez-moi 12 hectares, Paul Biya m'a dit.
qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas? Qu'est-ce qu'elle a à foutre là-bas? Il y a bien un maire en Konsamba. Je crois deux maires au moins. Ne va pas là-bas, on leur demander le terrain. Donnez-leur l'argent pour faire ce que vous voulez faire là-bas. Puisque eux savent mieux que vous. Quelles sont les réalités, les besoins. Et je finis par dire merci au président du conseil qui dit nous devons mettre en phase les textes, les pratiques, mais également l'environnement dans lequel on évolue. Lorsqu'on met ça ensemble, il arrive que le rendu, tout est prêt, tout est fait, mais au niveau du rendu, c'est zéro. Conséquence, quoi. Parce que l'indicateur de performance, c'est le rendu. Lorsque c'est zéro, il vous a dit qu'il sort d'une très belle ville, et c'est vrai. Lorsqu'il arrive à Yaoundé, il vous dit Yaoundé, il aimerait que Yaoundé tende vers Garoua. Ça vous dit rien? Voilà un type, j'appelle comme ça, qui vient d'une région. Et vous dites que la capitale doit tendre, faire les efforts pour tendre vers. Monsieur le Président, merci beaucoup. Alors, Lucien Mézina. Non. Monsieur Zé, je voudrais très bien. Monsieur Zé, je respecte ce que vous venez de dire, mais prêtez-moi peut-être l'argent, pas des mots. Prêtez-moi l'argent, pas des mots. Ne déformez pas ce que c'est. Alors, je voudrais être clair, n'est-ce pas? Quand je dis Yaoundé doit tendre vers Garoua, c'est parce qu'aujourd'hui à Garoua, nous n'avons pas de problème de bouchons. Mais c'est toute proportion gardée. Yaoundé, c'est quand même 7 arrondissements, c'est 4 millions de personnes. Garoua, c'est 3 arrondissements pour à peine 900 000 personnes. Donc, vous comprenez que la comparaison... Garoua reste une belle ville. Justement, Garoua, c'est une très belle ville. Moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais très vite aussi éviter une certaine confusion qui veut s'installer. Le code... La loi 2020/014 qui porte Code général de la décentralisation a clairement défini les domaines de compétences qui sont transférés aux régions comme aux communes. Je pense que ça change des histoires de 2010. Vous êtes très bien au courant de ça, monsieur le maire. La deuxième chose, c'est qu'à droit constant, aujourd'hui au Cameroun, une loi ne s'applique pas directement, elle a besoin des textes d'application. Aujourd'hui, qu'on le veuille bon an, mal an, les gens sont en train de travailler sur le texte d'application. Je n'approuve pas le rythme, je ne désapprouve pas le rythme, je ne juge pas du rythme de cela. Moi, je ne suis pas dans l'addition du verre à moitié vide ou à moitié plein. Dès lors qu'il y a un contenu dans le verre, comment je fais pour l'utiliser aux besoins de mes populations? Tout à fait, même voilà. si c'est peu. Même si c'est le quart, même si c'est le 10e, c'est pas ça le problème. Et y a-t-il de l'eau dans le verre? Vous souhaiteriez qu'il soit plein avec une bouteille à côté en plus. Non pas le verre seulement, mais avec une bouteille en plus pour pouvoir remplir davantage. Donc vous comprenez dans ce sens-là. Mais il ne s'est pas venir transformer nos collectivités en murs de lamentation. Mais c'est comment est-ce que nous pouvons prendre ce qui existe, commencer déjà à apporter une solution au problème de population avant de voir comment est-ce que nous améliorons au quotidien ce qui se passe. Je discute avec tous ces ministres. C'est appelé quand M. le Président a beaucoup de patience. Cette décentralisation est prévue depuis 1996. Ça commence à aller trop doucement. Il faut attendre la bonne humeur des membres du gouvernement qui acceptent... Monsieur Zé, je suis peut-être celui qui reçoit, dans le cas d'esprit, le maire et moi, nous sommes ceux qui recevons directement des populations ces récriminations. D'accord. Mais il faudrait aussi que nous disions, à l'heure actuelle, qu'avons-nous fait au niveau des régions? Les 10 présidents des conseils régionaux, qu'avons-nous fait de maigres ressources qu'on nous a données? Les avons-nous investis au profit de nos populations? Avons-nous utilisé d'autres leviers pour pouvoir mobiliser des ressources complémentaires afin de le faire? Il faut qu'on se comprenne. Les 7 000 milliards du budget du Cameroun ne résolvent pas le tiers des problèmes des Camerounais. Alors, ce n'est pas la dîme ou je sais pas, le montant actuel qui va vers les régions ou les communes qui résolveraient ces problèmes. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'abord d'un problème de moyens financiers. Il y a l'environnement. Je reviens à ce que je disais. Aujourd'hui, on me demanderait si je peux gérer 100 milliards, je vous dirais techniquement non. Pourquoi? Parce que le code des marchés, je reviens donc là-dessus, voudrait que je vienne me mettre en rang au ministère des marchés publics, ce qu'ils appellent la commission centrale, dès lors que j'ai dépassé un certain seuil. Or, moi, j'ai un problème à résoudre sur le terrain. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Le financement du secteur agricole ne répond pas à ce que nous voudrons. Les banques ne vont pas assez dans le secteur agricole parce qu'elles ne sont pas connues et autres. Et puis, il y a donc un manque d'une banque agricole sur le terrain qui devrait accompagner. Il y a des projets qui le font, mais il faut une structure pérenne pour porter ce financement-là. Donc l'environnement en lui-même aussi, comme je l'ai dit au départ, est un facteur dont on doit tenir compte. La deuxième chose, il faudrait que ceux qui sont portés à la tête de ces institutions fassent preuve d'imagination et d'entreprise.
pour ne pas attendre tout le temps que tout vienne d'abord de l'État, l'État central, et après se mettre à se lamenter que non, un tel ministre n'a pas transféré les compétences, un tel ne l'a pas fait. Commençons, poussons, bousculons pour que ça puisse marcher. Et venons donc maintenant rencontrer ces ministres pour demander comment est-ce que nous pouvons le faire. La troisième chose est là. Il a parlé des résultats. Comment communiquons-nous sur les résultats? Comment élaborons-nous d'abord même ces projets pour tenir compte des besoins des populations? Est-ce que nous allons continuer à rester dans des bureaux, décider que c'est telle route qui est priorité ou bien c'est telle activité qui est priorité, ou allons-nous vers ces populations-là pour leur demander quels sont leurs problèmes et comment est-ce que nous entendons, elles et nous, réaliser la solution et évaluer effectivement la solution qui a été apportée. Je pense que ce sont ces choses-là qui sont les plus importantes. Non pas est-ce que la décentralisation s'est faite à un rythme hyper accéléré ou bien hyper lent, mais le peu que nous avons et qu'en avons-nous fait en jetant le bébé, en jetant l'eau du bain, faisons attention pas le bébé avec. Hein. On peut jeter l'eau du bain, mais le bébé on doit le conserver. Donc, ce que nous avons déjà acquis, nous devons le conserver et améliorer. Alors, d'accord, vous avez bien répondu. Lucien Bidima, on a quand même l'impression que les conseils régionaux ne font plus courir. Il y a de cela 5 ans, c'était un branle-bas total, tout le monde voulait y aller. Est-ce que c'est parce qu'il y a un vent de pessimisme qui s'est développé lorsqu'on écoute le maire, par exemple? Quand j'écoute le maire et j'écoute le président du conseil régional, je crois qu'il y a une réalité qui est là. Vous savez, aujourd'hui, on nous demande d'analyser froidement les situations parce que nous avons la prétention de n'avoir pas tout fait, tout réalisé. Il faut aller dans le sens même, l'éthique de la décentralisation. Vous avez la prétention ou l'honnêteté? De n'avoir pas tout fait. Bien sûr. Et personne ne peut tout faire. Mais c'est pas une prétention, ça devrait être l'honnêteté. Même si c'était le cas. En toute humilité. En toute humilité. Nous avons en toute humilité l'honnêteté de n'avoir pas tout fait et de croire que nous avons commencé à faire quelque chose. La décentralisation, quel était l'objectif principal? C'est de prendre les besoins de la population, de les amener à ce niveau. Il faut les compiler sous forme de projets et finalement recevoir, pourquoi pas, les financements de ces projets à travers les ministères sectoriels. Le conseil régional a dit quelque chose et j'observe ça au niveau des mairies. Est-ce que vous savez que certaines mairies aujourd'hui préfèrent même que les marchés tombent en conclusion, les petits marchés qu'ils ont tombent en conclusion, peut-être parce que certains deals n'ont pas marché. Il faut le dire honnêtement. Et le conseiller régional a été honnête en disant... dire le président. Hein, permettez. Tout n'est pas le... Il y a quelque chose, il faut dissocier. Le président de la République définit la politique. Le président du conseil régional. Même, non, je vais plus loin. Oui. Même avant d'aller. Le président de la République définit la politique de la nation. Il nous appartient tous, les administrations comprises, de mettre ça en marche. Et j'ai toujours dit, monsieur le maire, je vous ai toujours dit qu'il faut dissocier soit le RDPC et l'administration publique, comme il faut même dissocier le président de la République, même les décisions que prend le président de la République, et l'administration, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de mettre ça mise en œuvre. Alors, mais j'ai dit, aujourd'hui, nous avons drôlement ce problème. Il a dit qu'on lui demande, on lui donne 100 milliards aujourd'hui, il peut dire non, attendez. Pourquoi? Parce que... Non, c'est pas ce qu'il a dit, il faut tout dire. Non. J'ai dit que si on lui donne 100 milliards pour réaliser un projet, il peut arriver qu'on vous donne tout d'un coup 100 milliards. Quand vous n'avez pas mis en place un certain nombre de projets, vous ne pouvez même pas les réaliser. Pourquoi? Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir pourquoi les ministères ne donnent pas. S'il faut faire l'évaluation de la décentralisation, aujourd'hui on ne peut pas quand même à moins de 20 ans dire que vraiment, il faut dire, est-ce que ce que nous avons reçu nous a servi au niveau des communes, au niveau des conseillers régionaux, à faire quelque chose pour la population? Vous savez, moi je suis toujours très mal placé lorsque, à un moment donné, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau de certaines organisations, on discute beaucoup plus le budget de fonctionnement que le budget d'investissement. À un moment donné, le président Paul Biya lui-même, il a fustigé un certain nombre de choses, en disant ces conférences, tout ça, qui passe toujours le temps à faire des réunions, à faire, alors que nous avons. Moi, si vous me donnez, non, ce n'est pas le problème du président. Moi, si vous me donnez un peu, j'essaie d'abord de mettre ça en œuvre. Et de mettre ça en œuvre pour que demain, après-demain, que je sois
juger. Et vous commencez à attendre. Non, pas qu'on commence à attendre. Un peu. Alors, c'est comme si pour dire que la décentralisation n'est pas mauvaise. Mais si c'est ça doit marcher. La décentralisation est bien. Mais j'ai dit, les freins de la décentralisation aujourd'hui ne sont pas exclusivement les conseillers régionaux ou le conseil régional. Personne l'a dit. Hein. Les freins de la décentralisation ne peuvent pas aussi éternellement être ces ministres-là dont on doit attendre qu'ils donnent quelque chose. Les freins de la décentralisation aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Comment ça? Nous. C'est-à-dire les gens, nous sommes chargés avec... Non, les gens qui sont appelés à mettre la musique en marche au quotidien. Vous dites que ça non, peut être pas le conseil régional, pas les ministres. C'est donc qui? Permettez, est-ce que vous savez que la décentralisation, les conseillers régionaux, ça part d'abord avec de discuter avec ce qui se passe au niveau des communes. Parce que ça part même là. Moi, j'étais ahuri de savoir que dans mon département, c'est un conseiller régional. Ne sont même pas descendus au niveau des communes, même une seule fois, pour essayer de voir comment ça marche, pour ramener les projets à leur niveau. Et j'ai été aussi ahuri de penser qu'au niveau de certains conseils régionaux, dont je ne veux pas, je me réserve de citer ici, à un moment donné, on ne savait même pas ce qu'on appelle... Celui que vous maîtrisez le plus, le conseil régional du centre. Non, le conseil régional, je ne veux pas en parler. Pourquoi? Parce que je fais les analyses partout. Je travaille beaucoup avec les mairies. Alors, mais, à un moment donné, il faut aller à l'école. Mais moi, je suis très mal placé parce que vous avez été maire. Lucien, vous voulez dire quelque chose, mais vous tournez autour du point. Il faut dire. Vous avez été maire. Il faut qu'on se comprenne. Même les maires de l'opposition. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai reçu le président du conseil régional d'Adamawa ici. Oui. Et la plupart des messages qu'on recevait disent qu'il travaille bien. Non. Oui. Et pourquoi? Vous savez. Non. Vous avez reçu le président du conseil régional d'Adamawa. Quelle opposition? Oui. Non, je ne parle pas. J'ai dit c'est un maire. Je ne peux pas étiqueter tel ou tel. Parce que le problème, Jean-Jacques Zé. Vous voulez vraiment que je dise? Il y a des présidents qui n'ont pas compris. Non, vous voulez vraiment que je dise? Allons-y, c'est là. Et je parle de ce maire-là. Enfin. Cette histoire de quoi que lorsque on doit obligatoirement demander un pourcentage pour un projet et qu'on refuse de mettre le projet en œuvre parce qu'on n'a pas eu les retours commission à un certain niveau, ça ne marche pas. Et ça n'a rien à voir avec, le président de la République, ça n'a rien à voir, ça a à voir avec des individus qui, sur le plan personnel, refusent de mettre en œuvre ce qui est dit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous voulez vraiment que je dise? À un moment donné, on n'est pas content de savoir que vous partez soumissionner un marché, on vous exige 10%. Parfois 10% de TTC. Or, ils oublient que quand l'État a mis en place ce marché-là, c'est qu'on a défini la faisabilité. Ça correspond à quelque chose, un projet bien précis. Mais lorsque vous vous enlevez déjà 10%, mais ce n'est plus faisable. À partir de ce moment, on va baisser. Et mieux, et moi je dis aujourd'hui, qu'au-delà du fait que l'État lui-même, il prend déjà la TVA et l'IR de près de 20% sur le même marché, et qu'on vient encore à vous ajouter les COLEX, les CEDEC et tout ça, ça détruit progressivement la statut du marché. Conséquence, le marché qui a été pensé, bien pensé, à un moment donné, vous arrivez, un marché de peut-être de 10 millions, vous arrivez que pour mettre ça en œuvre, c'est pratiquement 5 millions. Et ce problème-là, ça n'a rien à voir avec le président de la République, qui lui, il a défini la politique. Vous croyez que Paul Biya sera là en train de regarder un marché que j'ai mis là-bas? Non, non, non. Nous devons être responsables. Et quand je parle de nous, je parle de l'administration, je parle de certains individus qui ne travaillent pas dans le prisme du président de la République. Le président Paul Biya est un homme visionnaire. Le président Paul Biya a mis en place la décentralisation. Le président Paul Biya a mis en place la moralisation, comme il parlait tantôt. Mais il nous appartient, chacun, là où nous nous trouvons, quel que soit le poste que vous occupez, même si vous êtes planton, de mettre ça en application. Donc je conclus que le problème de la décentralisation, c'est une bonne idée, une bonne politique, mais il appartient à tout le monde, à quelque stade où nous nous trouvons, de mettre en application toute la musique pour qu'on change. Pour que ça marche. Bonsoir Jean-Jacques Zé, je dirais le conseil régional est la bienvenue
pour la décentralisation malgré la lenteur des choses au niveau central. Un coup de chapeau à monsieur le président du Conseil régional du Nord qui abat un travail remarquable dans la région du Nord, je dirais, l'homme de la situation pour le Conseil régional du Nord. Le prochain mandat, vous verrez la région du Nord comme le petit Paris grâce à ce monsieur qui a mis les accents surtout sur l'éducation, la santé, les routes et soucieux des populations, des départements. Si c'est la population qui devrait choisir un ministre, voilà notre ministre. Il remplit tout. Jean-Jacques Zé, faites un tour au nord. Non, le président du conseil déjà va nous inviter. Faites un tour au nord sans publicité. Vous allez dire chapeau à monsieur le président du conseil régional du Nord. Merci. C'est Djibril Amantizi depuis Figuil dans le Nord. Il n'est même pas Garoua. Il a Figuil. Il envoie son message relativement. Alors, l'élection des conseillers régionaux est la vraie élection qui fait la base solide de l'élection présidentielle. Le monsieur que vous et moi pensons être vieux et fini est un grand stratège. Moi, je ne sais pas. On ne pense pas. Assumez vos pensées. Assumez vos pensées. Je souhaite que parmi les opposants, un vieux comme lui, pour comprendre que c'est à cet âge qu'on réfléchit très bien. Et parce que les besoins du bas-ventre ne sont pas en première ligne. Deux, parce que le ventre n'a plus faim. Mais c'est le sommeil et le silence nous font aller doucement pour arriver sûrement sans écorchure. Si on donne le Cameroun même à Trump, il ne réussira pas facilement. Que Dieu bénisse notre pays franc du côté de Bokito. Finalement, il dit qu'un vieux est encore mieux dans cette affaire-là. Alors, non, et non. C'est à l'émetteur d'une offre politique à faire parvenir son offre au potentiel acheteur de son offre. Monsieur Zé, il y a un déficit marketing sérieux dans les différentes stratégies des partis de l'opposition. Pour nous, nous sommes dépassés au siège du RDPC pour entendre parler du libéralisme communautaire. Les informations sont sur l'idéologie du président du RDPC. Nous sont parvenus. Il faut que les partis aillent à la rencontre directe des populations. Il est clair que les émissions télé de 60 minutes ne suffisent pas à combler l'absence d'informations sur leurs projets politiques. Au sein de l'opinion publique, Dissake depuis Douala qui répond à la question des projets politiques. Comment faire pour qu'ils parviennent justement aux électeurs? Nous disons merci au président du Conseil régional du Nord pour son combat pour le développement de la région dans les domaines sociaux, les routes, l'éducation, la santé. Goftok Gabriel depuis Mbarndake. Ça doit être au nord, ça. C'est dans le nord. C'est dans le nord. Voilà. Merci pour ce témoignage-là. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, dites à M. Lucien que la jeunesse de la Léquier, dans son immense majorité, a honte de lui et de ses semblables qui soutiennent un régime qui n'a rien apporté à leurs enfants. Ces pseudo-élites qui se contentent de leurs privilèges pendant que leurs propres enfants croupissent dans la misère, à dire qu'en 43 ans, ils n'ont pas du tout préparé la relève. Point d'interrogation est aimé depuis Obala qui envoie ce message-là. Bonsoir à vous sur le panel. Nous attendons toujours le mot de M. Maurice Kamto. On va parler de lui tout à l'heure. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a peu d'engouement aujourd'hui lorsqu'on connaît le rôle des conseils régionaux? On a l'impression que c'est une élection étouffée qui ne bénéficie pas d'un véritable marketing. Est-ce que c'est des signes d'un découragement ou d'un certain échec dans la faisabilité après les 5 premières années? Je pense que la chose se retrouve au niveau où l'élection régionale se sont enfilées avec la présidentielle. La présidentielle a avalé l'élection régionale. Si Noël se retrouve le même jour de dimanche saint, qu'est-ce qu'on va beaucoup fêter? C'est le jour de Noël. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est retrouvé à la présidentielle. Je pense que les gens qui ont été recalés, les partis qui n'ont pas pu compétir à la présidentielle, c'était aussi un bon moment d'activer encore la scène politique en partant postuler pour ces élections. Mais ce que nous constatons, c'est que plusieurs partis ne veulent pas participer aux élections de ces gens. C'est comme s'il y a beaucoup d'autres choses que les partis et les leaders veulent profiter avec les élections présidentielles. Jean-Jacques, je pense que les vrais partis, les partis sérieux, doivent compétir à toutes les échéances qui sont proposées. Si ce n'est pas le cas,
comment est-ce que ces partis peuvent être solides? C'est un moyen de venir activer la scène politique et dire aux gens que ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. Nous pouvons aussi faire telle élection pour que la scène politique soit émouvante. Mais ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'engagent comme nous, au lieu quand même que ces gens encouragent... Qui doit vous encourager? Non. Qui doit vous encourager? Non. Si tu ne peux pas encourager, si quelqu'un ne peut pas encourager, il est libre de ne rien dire. Parce que ce n'est pas seulement les reproches ou bien les critiques qui sont importantes. Si tu ne peux pas encourager, vaut mieux rester tranquille. Parce que nous, on pense que le Cameroun, que tout le monde a une là où c'est perdu d'avance. Le Cameroun a une vie. Oui. Et peut-être si c'est la peur de l'échec, qui veut aller loin n'a pas peur de l'échec. Même si c'est qui va échouer. Même si c'est qui va échouer. Il part quand même. Je vous le dis en toute sincérité, si quelqu'un veut aller loin, il aborde tout ce qui est devant. Mais vous ne dites pas que cette élection, de façon particulière, si on n'avait pas décalé ci ou ça, elle se serait passée différemment. C'est-à-dire que si on avait tenu les municipales bien avant, on aurait un peu plus d'engouement, non? C'est aussi ça. Là, c'est aussi. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire que si. Mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Ce qu'on a sous la main, est-ce qu'on peut faire avec? Le plus important, c'est que les partis doivent rendre la scène politique active. Simplement. Même s'ils n'interrogent pas le bilan. Est-ce que vous trouvez que c'est hactif aujourd'hui de demander le bilan, par exemple? Monsieur Zé, je pense, avant d'arriver au bilan d'un conseil régional, je voudrais que les gens replacent ces élections dans le contexte. Il s'agit d'élections indirectes. Ce ne sont pas des élections directes où c'est toute la population qui vote. Le collège électoral. Le collège est défini. C'est les conseils municipaux, les chefferies. Les représentants de l'autorité traditionnelle, c'est voilà le collège électoral. Premièrement, ça veut donc dire qu'on ne peut pas trouver le même engouement dès le départ des élections directes telles que les élections des maires ou du président de la République. La deuxième chose est que, oui, le reproche sera très vite fait, non, c'est le même collège électoral. Oui, mais dès lors que le président de la République avait reporté les élections municipales, tous ceux qui ont un petit peu de sérieux dans la gestion de leur parti savaient pertinemment que le collège électoral sera le même. Mais comme il l'a dit, d'aucuns sont allés à ces élections, nonobstant le fait qu'ils n'avaient pas une base électorale conséquente. Mais on peut le faire. Reprenez la Damawa. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Le RDPC, sur le plan des statistiques, l'emportait dans la Damawa. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'UNDP qui s'est retrouvé à la tête de la Damawa. Alors, pour moi, ce manque d'engouement, parce que l'on dirait que c'est une élection indirecte, ne tient pas la route. On peut prendre le risque d'aller à ces élections-là. La deuxième chose est que c'est une institution nouvelle. Même si elle a été prévue dans la Constitution depuis 1996, c'est la première mandature de 5 ans. Faut-il faire un bilan? Oui. Pour moi, c'est catégorique, c'est oui. On doit faire un bilan. Ceux qui ont été élus, ceux qui ont été investis par leurs partis respectifs, avaient une tâche à accomplir. Ils doivent rendre compte. Et rendre compte ne veut pas dire seulement de manière partisane, aller au sein du parti, dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça au nom du parti. Non, mais qu'avez-vous fait par rapport à la mission? Il faut faire un bilan. Nous, on est fiers de vous avoir ici sur le plateau. Il faut faire un bilan. Mais selon le bilan, doit tenir compte, toutes choses égales par ailleurs, à qu'est-ce que vous avez reçu comme moyen, qu'est-ce que vous avez reçu comme mission. Et dans quel environnement avez-vous évolué? Dans quel environnement avez-vous évolué? Alors, nous, c'était quoi? Allez vous installer. Voilà un budget d'installation de 3 milliards. Et je vais répondre maintenant à votre préoccupation, monsieur Bidima. La question de l'investissement au sein des collectivités a été tranchée par la loi. Quelle que soit ma propension à vouloir dépenser de l'argent en termes de dépenses de fonctionnement, je ne peux pas aller au-delà de 40% du budget de la collectivité comme région. C'est du 40-60, 60% en investissement, 40% pour le fonctionnement. Et dans ces 40% pour le fonctionnement, vous ne pouvez pas aller au-delà du tiers pour les ressources humaines. Tout à fait. Donc voilà les règles, elles sont connues, tout le monde le connaît. Donc maintenant, qu'avez-vous fait donc des 2 tiers, en fait des 60% que vous avez reçus sous forme d'investissement? Où les avez-vous injectés? Oui. Oh, je viens.
nous avons 7 administrations qui ont délégué déjà des compétences. Pour certains, elles ont transféré des ressources, bon an, mal an. Et nous avons une dotation genre la décentralisation. Mais il faudrait que chaque année, que nous disions à la population qu'avons-nous fait dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la recherche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la loi nous oblige, en tant que conseils régionaux, à élaborer un plan régional de développement. Et là, je voudrais répondre au maire Niamey qui est en face de moi. Il y a, certes, nous sommes d'égales compétences entre les communes et nous, d'accord? Mais nous avons l'obligation, en tant que conseil régional, de nous assurer de la cohérence du plan régional de développement avec le plan communal de développement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Aujourd'hui, nous avons adopté un plan régional de développement dans la région du Nord depuis 3 ans. Je suis encore à la déclinaison de ce plan régional de développement. Chaque année, nous prenons des secteurs d'activité que nous déclinons en relation avec chacune des communes pour savoir quels sont leurs besoins et le faire. Et le deuxième document de planification ou de programmation qui est important, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, qui a fait une projection des investissements sur 25 ans et qui permet donc avec les communes de savoir exactement où doit mettre une école, un dispensaire ou une route, ou alors comment désenclaver un bassin de production. Donc ce ne sont pas des investissements qui sont faits au hasard, ou puis il faut mettre à la tête du client parce que non, telle commune, c'est l'opposition, ne va pas voter pour moi, ne va pas le faire. Non, c'est une cohérence d'ensemble qui est mise en place et nous travaillons. Aujourd'hui, je vous prends le cas par exemple de la région du Nord. Pitoa est géré par un maire d'un parti de l'opposition. Qui a démissionné. Non, je ne veux pas savoir qu'elle a pas. En tout cas, elle n'a pas démissionné pour rejoindre le parti au pouvoir. Donc vous comprenez qu'il a son propre parti. Donc il reste quand même. Qui soutient le parti au pouvoir. Oui, les alliances politiques, ça c'est autre chose. D'accord, allons-y à Pitoa. Alors ce que je dis, Pitoa c'est une ville dirigée par un maire sorti de l'opposition. Mais je ne peux pas aujourd'hui faire un programme d'adduction d'eau dans la ville de Garoua sans penser à Pitoa, qui est à 15 km de Garoua, qui a une forte communauté, et pour dire que non, parce que c'est une ville des autres. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous le faisons, nous établissons une répartition égale et justifiée par rapport aux besoins de chacune des populations. La troisième chose sur laquelle les gens doivent comprendre comment est-ce que les conseils régionaux fonctionnent. En tant que conseil régional, j'ai le droit, dans le cadre de la coopération décentralisée, d'aller mobiliser des ressources extérieures en respectant évidemment la programmation de l'État du Cameroun. Si ce sont des dons, si ce sont des dons, c'est libre d'accès. Mais si ce sont des prêts, je dois respecter, parce que sinon je vais augmenter la dette intérieure de l'État ou la dette de l'État tout court. Je respecte les procédures et je m'endette pour pouvoir le faire. Nous avons dans le cas de la région du Nord, que je dirige, mobilisé des ressources extérieures au profit de nos populations. Aujourd'hui, une dizaine d'enfants ressortissants de la région du Nord sont au Maroc en train de poursuivre leurs études dans le cadre de la coopération décentralisée. Et nous avons des financements pour nous appuyer dans le cadre de certains projets. C'est à nous donc de savoir utiliser ces différents leviers pour mobiliser des ressources complémentaires et le faire. La troisième chose, c'est qu'il faut s'entourer aussi des compétences dans les secteurs prioritaires. Le plan régional de développement de la région du Nord est totalement différent de celui de la région du centre ou celui de l'Est, parce que les priorités ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai des potentialités que je dois mettre en valeur, alors que les autres en ont d'autres. Donc nous devons essayer de les mettre en cohérence avec nos régions, pour pouvoir faire de nos régions donc maintenant non seulement des leviers de croissance, mais des zones d'attraction des investissements nouveaux. La compétition au niveau des pays va s'arrêter très bientôt, au niveau international. Elle va descendre au niveau de l'État sous-souverain, comme ils le disent. Et c'est à chaque région de pouvoir donc mettre en valeur ses compétences. J'ai une zone de production cotonnière. Il me faut à tout prix et à tous les prix mettre en place une chaîne de valeur cotonnière. Je dois faire dans le textile. Quoi que je fasse, je dois suivre ce que l'État fait pour la SICAM, pour la soie de coton, pour pouvoir arrimer la région du Nord à cette économie. Donc, c'est dire donc, au final, tel que le président de la République l'a pensé, la décentralisation dans ces deux aspects, que ce soit l'aspect des communes ou l'aspect de la régionalisation, a un ensemble d'outils, un ensemble de principes de fonctionnement qui devraient permettre que l'on se déploie sereinement. Je dis que l'on devrait pouvoir se déployer. Mais maintenant, pour revenir à l'environnement, à la modicité des ressources, c'est cela qui amène toutes ces disparités de développement que nous voyons. Donc, pour moi, est-ce que c'est une élection qui est sous-côté? Non, elle n'est pas sous-côté parce qu'elle est restée au niveau où elle est. Le président de la République, c'est quand même le niveau macro de l'État. Les régions, c'est le niveau méso. Non, méso, ce sont les communes qui sont au niveau micro. Alors, lorsqu'on lancera, si on avait lancé l'élection des
conseillers municipaux et des conseillers régionaux au même moment, vous comprendrez qu'à ce moment-là, l'engouement aurait été pour les conseillers municipaux qui, eux, reviendraient gérer les conseillers régionaux. Le parti, le RDPC pour lui, a décidé de couper la poire en deux en interdisant aux conseillers municipaux de se présenter comme conseillers régionaux dans un esprit de partage des postes. Et cela a aussi tué un tout petit peu l'engouement dont on parlait au sein du parti pour certains, parce que beaucoup d'entre eux qui sont conseillers municipaux auraient bien voulu aussi être conseillers régionaux. Voilà. On a suivi un message tout à l'heure, on va sortir de cette thématique-là. Merci beaucoup, monsieur. Dans le conseil régional, on a d'ailleurs vu beaucoup d'images des réalisations dans les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. On a lu un message tout à l'heure où quelqu'un dit que ce monsieur, s'il fallait élire un maire, un ministre, ça veut dire qu'il y a encore une déconsidération du président du conseil régional. On pense que le ministre, c'est beaucoup trop grand, beaucoup plus grand qu'un président du conseil régional. Je voulais tout à l'heure, en réalité, ce qu'on voulait descendre, c'était pour décongestionner l'attractivité du chef du post-président de la République. Moi, je vous dis qu'un président du conseil régional est un président. C'est un président. Et un vrai. Maintenant, je dois reconnaître que le président du conseil régional du Nord, avec son ami et collègue de l'Adamawa, il faut reconnaître, hein, c'est des gens qui, toute proportion gardée, essaient de faire quelque chose, il faut le dire clairement. Il y en a qui sont totalement muets. Je dis essayent parce que ils ont la ce que je viens d'entendre là, un nectar politique incroyable de connaissance de la région où la population du Nord devrait s'y référer. Et puis, ça fait quand même la joie de savoir que nous avons des compatriotes, nous avons des camarades. Je voudrais souhaiter qu'ils vous contaminent. Je voudrais souhaiter qu'ils vous contaminent. Mais je voudrais être celui pour dire. Il a une posture qui me semble réaliste. Il vous dit, il attend comme tout le monde que le verre soit plein et qu'il ait même une réserve à côté. Mais même quand il a le 10e, il commence à faire en espérant que le reste viendra plus tard. C'est une bonne posture. Peut-être les autres attendent quand ce sera plein pour commencer. Et je dis, il faut qu'ils contaminent les autres. Parce qu'il y en a qui ont eu 3 milliards et ils ont commencé à poser les questions. Qu'est-ce qu'on en fait? On commence par où? Dans ma région, on a dit on est 33 arrondissements, 3 milliards divisé par 33, ça fait combien? Voilà. On a affecté à chaque arrondissement sa part. Que choisis ton projet. À Doumenton, on a fait 2 blocs de salles de classe, plus la salle de la menuiserie. Pour revenir à votre thématique, en réalité... c'est comme l'esclavage. L'esclavage était légal. Là, je voudrais rassurer M. le Président. L'apartheid était légal. On l'a combattu. Les élections régionales se tiennent dans un cadre, reconnaissons-le, légal. C'est-à-dire, lorsqu'on a projeté les élections municipales, on savait, normalement, ce qui devrait arriver. Mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, et là, je voudrais vous attirer votre attention, et le Président également, tout peut se gâter en 2026. Même en 2025. Et pourquoi? Non, pas pourquoi, comment. Non, pourquoi, le pourquoi, je ne sais pas. Ah, non. Le pourquoi, je ne sais pas. Mais le comment. Cette prophétie, elle est tellement dangereuse qu'il faudrait dire pourquoi. C'est pour ça que je vous dis comment. D'accord, alors. Vous savez bien que le président de la République dissout tous les conseils régionaux. Oui. Il peut, il a le droit. De façon légale. La loi l'autorise. Il peut me dissoudre l'Assemblée, n'est-ce pas? Bien sûr. À supposer un seul instant que c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec la situation du conseil régional aujourd'hui. C'est-à-dire, les mêmes électeurs indirects élisent deux mandats. Ce n'est pas galant, même si c'est légal. Moi, si j'étais élu président de la République demain, allez dissoudre le conseil. Si j'avais la capacité de ne pas dissoudre le Nord, parce que dans tous les cas, vous laissez le Nord, vous laissez on ne dit pas pour dissoudre, non, il faut être clair. Non, je ne rigole pas. Je vous dis, on peut arriver à une ingouvernabilité du Cameroun. Ça veut dire que les élections municipales et législatives qui arrivent peuvent faire beaucoup de mal au Cameroun. Et beaucoup de bien aussi. Beaucoup de bien, ce que soit le bien, mais c'est à supposer un seul instant que l'Assemblée nationale bascule, que les municipalités basculent. La notion de représentation, vous ne pouvez pas me représenter contre moi. Vous ne devez pas, vous pouvez. On est d'accord, c'est un cas d'école, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais le plus important, je vous dis aujourd'hui qu'il a raison lorsqu'il dit que les élections régionales se déroulent en réalité sous les élections présidentielles. Le peu d'engouement est compréhensible. Mais la deuxième chose, et c'est le président qui l'a dit, il faut reconnaître que lorsqu'on gère 9 régions sur 10, parler de vous, ce n'est pas dire de mauvaises choses. C'est vous en réalité. C'est-à-dire votre loi interne impacte le fonctionnement national. Lorsque le RDPC estime que lorsqu'on est dans le cas du partage, sur lequel je suis un peu d'accord, si on est conseiller municipal, laissons quelqu'un d'être conseiller régional, moi j'estime que ce n'est pas bon.
le conseil régional devait prendre la crème. Parce que dans tous les cas, on avance pour revenir gérer l'ascenseur social. Si vous ne voulez pas que les meilleurs conseillers municipaux deviennent conseillers régionaux, il y a un problème. La notion de meilleur. Non, c'est des meilleurs. Justement. Non, c'est vrai, ce sont des aspects subjectifs que vous prenez. Qui est meilleur par rapport à quoi? Et puis deuxièmement, écoutez, Monsieur le maire, permettez quand même, vous avez parlé de... Je n'ai pas fini, Monsieur le Président, si vous permettez. Allez-y, finissez, mais... J'ai écouté quelqu'un dire que s'il lui est arrivé de lire un ministre, ce serait vous. Bon. Ça également, c'est subjectif. Mais j'ai dit, permettez que les régions envoient au niveau du conseil les meilleurs d'entre eux, qui peuvent entre eux être aussi dans les conseils municipaux. Maintenant, je viens on va sortir, Monsieur le Président va réagir rapidement. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le peu d'engouement est également lié au fait que personne ne sait de quoi demain sera fait. D'accord. Monsieur le Président, en une minute. Oui, ça, vous savez, moi, je m'interdis de parler au nom du parti parce que je n'ai pas été mandaté au niveau du parti. Je vous parle du Nord, de la région, je ne sais ce qui s'y passe. D'accord? Il n'a été nulle part dit à un conseiller municipal qu'il ne peut démissionner pour se présenter comme conseiller régional. Il lui a été interdit de cumuler ou bien de chercher au même moment et de poster. On se comprend. Donc il n'y a pas... Mais en fait, le résultat est le même. Non, écoutez, monsieur le maire, il n'y a pas une exclusion d'une certaine crème qui existerait au sein des conseils municipaux pour une migration vers le conseil régional. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses aussi, permettez qu'on n'insulte pas l'intelligence des Camerounais. Oui, parce que c'est comme si, dès lors qu'on a fermé le conseil municipal, à l'extérieur de ce conseil, il n'y a plus d'autres crèmes, il n'y a plus d'autres intelligences. Non, je pense qu'il y a tellement d'intelligence que l'on peut à la fois pourvoir aux conseils municipaux et aux conseils régionaux. Et c'est la jonction de ces intelligences qui devraient nous permettre de faire jaillir une piste de développement. C'était pour accompagner votre réflexion, hein. Ce n'était pas pour remettre en cause... Non, moi, Monsieur le Président, on va sortir de cette thématique-là. Vous êtes partant pour un nouveau mandat, c'est ça? C'est le parti qui investit. Il n'y a pas de candidature, c'est le parti qui investit. Si le parti estime que nous avons rempli la mission qui était la nôtre au niveau de la tête du conseil régional, nous sommes disposés à... Donc vous pensez qu'avec un mandat de plus, vous pouvez faire mieux que ce qui est déjà réalisé aujourd'hui? Évidemment. L'échec n'est pas une option dans ma manière de penser. La porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Vous aurez un autre mandat. Donnez notre mandat au président du conseil régional du Nord. Parce que les images que nous regardons là montrent que beaucoup de choses sont réalisées de ce côté-là. Bonsoir, M. Zé. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me permettiez d'entrer en contact avec le panéliste président du conseil régional du Nord. J'admire sa pertinence. Eric, depuis Douala. Peut-être qu'il voudrait que vous partiez un peu... échanger avec... Bonsoir Jean-Jacques, belle émission. Moi j'aimerais poser une question plus particulièrement aux membres du parti du RDPC. Pourquoi trouve-t-il toujours que si le président de la République émet une feuille de route à ses collaborateurs, c'est... voilà, on va entrer dans cette affaire de feuille de route et vous avez écrit... parlons rapidement de la présidentielle. Vous venez du Nord, ça tombe bien. On a lu les sorties de quelques acteurs politiques aujourd'hui qui semblent dire qu'au Nord, ça va être difficile pour votre parti, le RDPC, et d'ailleurs que ce sont les fils du Nord qui ont la clé de la prochaine élection. On voit leur meeting de ce côté-là avec une population des foules hein, qui s'amassent. Est-ce que le RDPC est menacé de perdre politiquement le Nord? D'accord. Je vais parler de la région du Nord spécifiquement. Oui. Je ne parlerai pas au nom du RDPC, je crois que il parlera de... Je vais partir de deux assertions. La première, c'est que l'agitation, le mouvement ne sont pas synonymes de progression. Ça, je pense que les militaires le savent. Ce n'est pas parce que vous faites un mouvement que vous progressez. La deuxième chose, je vais prendre un peu au sud. Lorsqu'on connaît une personne, on ne l'appelle pas quelqu'un. On l'appelle par son nom. Ces personnes ou ces personnalités qui, naguère, il y a à peine quelques mois, étaient des alliés du président de la République, le président du RDPC, qui est candidat du RDPC, et qui, il y a très longtemps, appartenaient tous pratiquement à la même famille politique, et qui, du fait de l'ouverture politique, ont pu créer leur parti politique. Nous cheminons avec ces personnalités depuis très longtemps. Le RDPC a ceci de particulier que nous sommes disciplinés, nous sommes préparés. Les statistiques sont claires. Aujourd'hui, si nous voulons aller au niveau des statistiques qui sont au niveau de l'ECAM, nous avons tenu une réunion il y a 2 semaines à Garoua là-dessus. Si
les membres du RDPC, bien les membres responsables du RDPC, qui sont dans les organes du RDPC, oui, votaient tous le RDPC, nous l'emportions à 62% des voix dans la région du Nord. Je parle de la région du Nord. Alors, imaginez qu'à côté de cela, il y a des partis alliés qui ont déclaré leur appui à ce candidat-là. Donc, normalement et régulièrement, dans la région du Nord que je maîtrise, le RDPC est serein. La sérénité vient du fait que nous savons que nous avons déjà la majorité sur le plan des statistiques en ce qui concerne le nombre d'électeurs inscrits. Maintenant, c'est le travail de suivi sur le terrain de ces électeurs potentiels qui peuvent rejoindre le RDPC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens nous obligent à emprunter le même chemin qu'eux. En droit de option de juridiction, emporte l'option de législation. Maintenant, le choix qu'ils ont fait de mobiliser des foules entre des mineurs, des personnes sans carte nationale d'identité, des personnes qui sont passées sur les listes électorales et tout le boucan qui va, c'est leur choix. Ils feront ces campagnes, ils reviendront et nous allons nous retrouver dans ces bureaux de vote que nous connaissons, que nous maîtrisons. La troisième chose, une élection ne se gagne pas parce que l'on a voulu serrer le plus haut possible. Je me rappelle, le président de la République, à l'une de ses interventions, demandait qui sont-ils. C'était un congrès du parti. Ces gens qui n'ont jamais rien construit mais qui s'entendent pour tout détruire. Aujourd'hui, ils ont même la marche qui s'entendent même plus pour tout détruire. C'est-à-dire qu'ils s'étaient entendus à une époque pour tout détruire, les années 92, les années de Braise. Aujourd'hui, ils n'ont même pas la marche de pouvoir se réunir pour tout détruire. Donc, pour nous, la sérénité est démise. Mais maintenant, il faudrait que chacun soit aussi conscient d'une chose. Le Cameroun est un héritage commun. Nous ne pourrons pas accepter que, du fait de quelques personnes, du fait de quelques partis, que nous puissions remettre en cause l'unité nationale, le développement et la paix. Donc le RDPC n'est pas en danger dans le Nord. Qu'est-ce qui le mettrait en danger, M. Zé? Est-ce qu'il y a eu une érosion de... Vous avez vu dans les journaux, les réseaux sociaux, il y a eu des démissions en masse, dit-on, des militaires RDPC dans d'autres régions. Dans la région du Nord, avez-vous entendu qu'il y a eu une fois une démission, qu'elle fût majeure ou bien en masse, des militants du RDPC vers d'autres partis? Non, je ne pense pas que tous ces derniers temps qu'il y ait eu cela. Nous essayons de tenir nos troupes en main. Nous essayons d'organiser ce que nous appelons la campagne selon les orientations contenues dans la circulaire du président national. C'est du porte-à-porte, c'est des campagnes qui seront élégantes. Elles ne seront pas, ce n'est pas la vocifération. Ce ne sera pas... Des campagnes qui seront élégantes. Oui, elles doivent être élégantes. Elles doivent être élégantes parce qu'elles doivent tenir compte de la population et de l'électeur. Aller vers lui pour lui parler dans un cadre courtois. Il ne s'agit pas de venir héler les gens comme si on était dans une foire aux empoignes pour dire non, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus intelligents. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'aller de manière méthodique. La troisième chose est que nous avons un bilan que nous pouvons défendre. Vous avez parlé de Garo comme étant la plus belle ville du Cameroun aujourd'hui. En tout cas, que Yaoundé devrait tendre à le faire pour taquiner tout sur le maire. Mais je dis, et ce n'est pas les seules choses sur lesquelles le RDPC peut fonder sa campagne. J'ai un bilan que je défends, je n'en suis pas peu fier parce que dans un délai court, avec des moyens réduits, nous avons pu le faire. Certains des maires l'ont fait. Donc nous pouvons aujourd'hui défendre le bilan du parti dans la région, sans compter que l'État, dans son association centrale, a également fait sa part. Alors, Bertin, lorsque Maurice Kamto s'adresse particulièrement à ces deux candidats originaires du Nord, à Keremouna le fait également, on a l'impression que cette élection, l'issue de cette élection va dépendre de leur choix, de leurs orientations, de leur engagement. Je vais prendre la chose dans un autre... Je vais faire la plus petite similitude en disant que lorsque nous préparons des élections, c'est comme une compétition. Et dans une compétition, il y a de quoi que les analystes donnent leur avis. Il y a des observateurs et tout le monde. Mais les résultats d'une compétition, c'est à la fin qu'on les détermine. Sur la base des choses qui se voyaient, personne ne pouvait dire que le Cameroun pouvait battre l'Argentine. Personne. Même dans les rêves. Même les joueurs qui étaient au stade, qui étaient des acteurs. Je me souviens dans une interview où c'est Oman Biye qui disait que quand ils ont vu eux-mêmes, ils ont vu Maradona jongler le ballon. Eux, que les Camerounais regardaient avec espoir. Oui. Eux-mêmes, ils avaient des problèmes. Mais qu'est-ce qui a été à la fin?
Il y a tout un ensemble de choses pendant les préparations, comme nous sommes là. Mais la réalité de ce qui va sortir dans les urnes, c'est ça qui va donner le verdict. C'est la raison pour laquelle, au début, quand on a commencé l'émission, je vous ai dit que le FDC ne veut pas imiter tout ce que les autres font. On ne veut pas faire des grands meetings populaires. C'est leur stratégie. Oui. Et tout à l'heure, le président l'a aussi invoqué. Parce que chacun connaît ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Mais les Camerounais sont conscients que même si on prolonge les élections, après 2 ans, quelqu'un va te dire que bavarde comme tu vas bavarder, ma voix n'est pas pour toi. Il vient même le jour-là, la pluie même le tape sur la scène. Il rentre. Tu peux dire que je l'ai vu il peut mouiller. même prendre ta bouteille d'eau. Il peut même prendre ta bouteille d'eau. Il rentre. Mais le jour qu'on va dire que venez voter, il vote pour une autre personne. Cela ne veut dire pas qu'on doit croiser les bras, mais qu'on ne se fie pas à tout le mouvement et mascarade qui est autour des meetings et autres. Surtout que plusieurs Camerounais ont refusé pour un départ de s'inscrire. Et quand j'ai vu certains meetings de part et d'autre, il y a une jeunesse de 20 à 40 ans au clan 5 qui se manifeste. Mais si on fouille, on va trouver que moins de 50% sont inscrits. Bon, la foule qui se voit, est-ce que cette foule va participer à ce que ce qu'on est en train de parler soit concrétisé? Non. C'est la raison pour laquelle le FDC est en train d'abord, il rame notre candidat. Nous sommes en train de voir la façon que nous allons aborder la campagne. D'accord. On fait nos résultats qui seront satisfaisants à notre niveau. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, face au candidat du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. Candidat plus expérimenté politiquement dans la gestion de l'État, c'est Maurice Kamto qui le dit, et lorsqu'on essaye de faire le schéma, on a l'impression qu'il s'agit des mêmes, puisque en termes d'expérience et autres, il pourrait s'agir de Siroma ou de Bello Bouba. Est-ce qu'on est en train de leur donner les clés de cette élection? Jacques, je savais tout à l'heure avec mon frère, le président du conseil, que l'homme politique va avaler le manager. L'homme politique vient d'avaler le manager. C'est-à-dire... Non, il est homme politique, c'est mon il est point de manager. vue. C'est mon point. Non, l'homme politique a avalé le manager. C'est pour ça que cela je suis heureux d'entendre que le mouvement et l'agitation ne font pas la progression, mais que le silence total, l'inertie et autres font quand même progresser. Je suis heureux d'entendre ça. Ne me prêtez pas de mots. Non, monsieur le maire, ne me prêtez pas de mots. Je n'ai pas dit ça. Non. Divisez votre phrase en deux. Voilà. Rendez-moi mes mots et complétez la vôtre avec votre assertion. Monsieur le Président, vous avez dit que le mouvement et l'agitation ne font pas absolument... Je l'assume. Et je me suis arrêté là. Maintenant, c'est moi qui parle. Voilà, maintenant c'est vous. Que je suis aussi heureux de déduire. Non. Mais c'est mon problème, monsieur le Président, de déduire. Non. Que sans transformer sa pensée, sans déformer sa pensée. J'ai dit que sa pensée est finie. Maintenant, je parle. Voilà. Et vous ne pouvez me de déduire à partir de sa pensée. sans la déformer. Non, je ne la déforme pas, je n'en parle même plus. D'accord. Je fais la déduction. Et ça, c'est mon droit aussi. Oui, bien sûr, allez-y. Qu'il est fort possible, et ce serait tout mon bonheur, que l'inertie, le silence et autres permettent d'avancer. C'est très bien. Maintenant, je reviens pour dire que lorsque Maurice Kamto parle, il vous dit clairement, je suis d'accord avec lui sur l'expérience. Parce que dans tous les cas, je pense que je ne suis pas de ceux qui peuvent confier l'État du Cameroun par simple détestation du bilan de Paul Biya à des gens qui n'ont pas d'expérience. Ça, il faut être honnête. Ils prendront l'expérience où s'ils ne sont pas... Ils les prendront avant d'être président. Avant d'être président, on peut être maire, on peut être... Je vous jure, et quand le président lui dit des choses terribles, il vous dit, si on lui donne, en l'état actuel, la législation sur les marchés publics, ça vous dit qu'il n'est pas prêt. C'est ce qui lui n'est pas prêt. Parce qu'en la réalité, il ne pourra pas. Parce qu'il y a un seuil
à l'issue duquel il doit aller ailleurs. Alors lui préfère vous dire que donnez-moi ce que je peux gérer moi-même. Ce qu'on peut gérer ailleurs, envoyez ça là-bas. C'est sa pensée. Donc vous êtes d'accord sur la notion de l'expérience évoquée par Maurice Kamto? Oui, absolument. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas ne pas avoir géré... À la mairie, on gère 45 personnes. Le président gère 30 millions. Vous ne pouvez pas ne pas donner des gages de gestion de 30 personnes. Honnêtement, il faut être juste. Et imaginez que parce que vous êtes trop fort, ou parce que vous êtes jeune, ou parce que moins jeune, vous voulez gérer l'État. C'est mon point de vue, je l'assume. Il reste que ceux qui peuvent présenter comme ayant de l'expérience ont été membres du gouvernement. J'en viens. Voilà, d'accord. Je dis, il y a des gens qui ont des parcours atypiques. Je vais commencer par quelqu'un de mon parti, Thomas Melonnet. Lorsque le président prend le pouvoir en 82, il a suffi d'un seul discours que personne n'a plus besoin dans le maquis pour exprimer ses opinions. Melonnet est allé au RDPC. Il a été député. Lorsque son parti a été légalisé, il est revenu à l'UPC. On ne lui a jamais reproché ça. Parce que c'est compréhensible. Je ne peux pas comprendre que le seul reproche qu'on fasse à quelqu'un, c'est d'avoir été ailleurs hier et venu ici aujourd'hui. Non, ce n'est pas suffisant. Je pense que lorsqu'on a été ailleurs, on sait que c'est bon ou c'est mauvais. Est-ce que l'expérience rime également avec un bilan? L'expérience peut rimer avec un bilan. Peu. Oui, peu. Pourquoi? Lisons la Constitution. Le gouvernement est un appareil de mise en œuvre, pas de conception. La stratégie est définie par le chef de l'État. Les politiques sont définies par lui. Ce que le président ne sait pas, il est de très bonne foi. Parce que lui, dans le Nord, ne fait pas défendre un parti, un maire de l'opposition et les autres. C'est honnête et c'est juste. Mais moi, j'ai des écrits des gens qui vous disent ils ne financent pas l'opposition. Des écrits, ce n'est pas les dire. On ne vous paye pas au marché, on vous dit qu'on finance pas l'opposition. Si on vous paye, vous allez financer l'UPC ou autre chose. C'est écrit. D'accord. Mais lui, je vais encourager que s'il y avait, j'ai dissoudé tout le monde sauf le Nord et l'Adamawa. Mais je lui dis quand même que... on va pas Jean-Jacques Zé. Essayons de finir parce qu'on a plus le temps. Je veux parler du cas de Tiroma, qui est un cas atypique, et de Bello Bouba, les gars du Nord, les deux, avec qui il faut avoir du recul lorsqu'on parle d'eux. Tiroma est passé par la case de prison après le 6 avril 1984. À quel moment est-il entré au gouvernement, au moment où le président de la République a gracié les gens? Est-ce que lorsqu'on vous gracie, ce n'est pas normal d'être honnête pour dire je vais accompagner ce monsieur? C'est normal. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il n'est plus là, parce qu'on vous dit ici, moi vous dit tous les jours que le président n'a pas à évaluer, à sanctionner. Il a à pondre des politiques, à ne pas regarder ses faits ou pas. Non. Un manager, ça conçoit, ça donne du travail, ça évalue et ça sanctionne. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas si on ne sanctionne pas, c'est pour ça que Tiroma, lui, il a fait le bilan. D'accord, Tiroma. Il s'est rendu compte qu'il n'est plus utile là où il était. Parce que l'homme qu'il voulait accompagner n'est plus là. Il est tout à fait légitime pour lui et normal d'aller ailleurs. Lucien, sur sa chute, qui concerne l'expérience et le bilan. Oui. Vous savez que la déformation de la réalité, avec le maire, c'est parfois comme ça. Non, moi je ne voudrais pas parler de Chiroma ou de Bello Bouba Maïgari. Puisqu'ils sont partis, ils ne valent plus rien. Non, je dis que je ne voudrais pas parler de... C'est ce que j'écoute tous les jours. J'ai apprécié ce que... Non, parle pas vous le président. Permettez, c'est que le président du conseil régional a dit par rapport à l'élection présidentielle, ce qui concerne la région du Nord. Et je veux vous dire que je veux m'éviter de parler désormais des hommes. Je veux beaucoup plus parler du président Paul Biya parce que nous sommes à quelques jours... Il n'est pas un homme. Non, d'éviter de parler des autres, si vous voulez des autres. Okay, d'accord. Désormais, je ne parlerai que du président Paul Biya parce que nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle. Donc, je ne perdrai même pas mon temps ici à faire des analyses que le professeur Kamto, nous sommes pas l'amphithéâtre, qu'il ait défini ses caractères. La politique, c'est pour les gens très intelligents, pas pour les gens moyens. Qu'il ait eu à distribuer les notes ou les points à tel ou tel. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sereins. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, permettez, aujourd'hui, je crois qu'à l'Est, le ministre Lé, qui est le président régional, je le félicite, il a convoqué de ce côté tout le monde pour que nous nous mettons à rang serré. Ce qui a été fait au niveau de la région du centre, particulièrement avec le ministre Mbargatana,
dans le département de la Mofouafamba où je suis, et le président du groupe parlementaire Roger Melingui. D'ailleurs, je vous dis que je suis vice-président de la commission communale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de parler à la population. Je vous ai dit dans l'entame que nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait. Nous avons même l'humilité de dire qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Nous sommes un jeune État. Le pays est un construit permanent. Et nous demandons à tous ceux qui ont un bulletin, parce que le président a parlé du suivi de nos électeurs. Nous avons au moins 365 sous-sections, sections. Nous avons des milliers de sous-sections, des milliers de comités de base. Il faut encore mieux suivre nos membres. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. Ce n'est plus le temps d'aller à l'amphithéâtre pour savoir si un professeur va nous donner des leçons. C'est dire, vous devez être prudent. Vous devez être conséquent. Vous devez avoir un bon choix. Moi, aujourd'hui, je parle à l'électeur parce que je suis à quelques jours de l'élection présidentielle. Et chez moi, en Benoît, ou à Isse, ou au département de la Mofouafamba, à la région du centre, ou à la région du nord, mieux à la région du nord, nous devons être conséquents. D'accord. Effectivement, et je finis par là, le bruit que nous allons faire, nous pouvons aussi le faire. Parce qu'en ce qui concerne mettre les gens ensemble, je crois qu'il n'y a pas un seul parti politique aujourd'hui qui peut dépasser le RDPC à réunir des milliers, voire des millions de personnes. Mais ce n'est plus ça l'objectif. L'objectif aujourd'hui, l'objectif placé par le comité central de notre parti, c'est de faire une politique élégante. D'ailleurs, il a dit d'aller porte à porte pour expliquer. Et je crois qu'à la sortie d'ici, il me serait très facile parce que le Menyemeg n'a pas été candidat à l'élection présidentielle, qui vote au moins utile, qui vote le président Paul Biya. On va sortir avec vous. Il y a un message qui dit que, attention, monsieur le président du conseil régional, ne vous fiez pas aux statistiques du passé, les données peuvent avoir changé entre temps. Oui, je remercie. Et même les statistiques du passé, ce n'est pas tout à fait ça. Je vous parle de données au 30 juin 2025. Je suis désolé, je ne viens pas me mettre à parler des choses d'antan. Je parle des choses. Je voudrais qu'on soit conséquent. Lorsque je vous dis lorsqu'on connaît une personne, on ne l'appelle pas quelqu'un, ce n'est pas un mépris pour les deux personnalités originelles à Benoué qui sont dans le starting block des présidentielles. Nous les respectons. Ils s'appellent comment, monsieur le président? Elles se connaissent. Elles n'ont pas besoin que je rappelle leur nom. Elles se connaissent. Ces deux personnalités savent quel est le respect que j'ai à leur égard. Déjà, en tant que responsable de la Benoué, en tant que parent et aîné, donc je les respecte énormément. Mais lorsqu'on en arrive sur le plan politique, il faudrait aussi, désolé, avoir la même lecture claire de part et d'autre. Vous ne pouvez pas ne pas avoir assez de vos membres pour suivre tous les bureaux de vote et vous prévaloir le lendemain d'une pseudo-fraude qui aurait eu lieu. Vous ne pouvez pas ne pas mobiliser assez de gens pour traverser les lits des fleuves et autres endroits vous dites comme pour il y aura fraude, c'est ça? Non. C'est ce que vous dites. Non, monsieur le maire, ne me prêtez pas les mots. Non, mais la conclusion, c'est ça. J'en arrive. Vous ne pouvez pas, laissez-moi conclure par là, avoir appartenu à un groupe et par un tour de passe-passe devenir rapidement un parangon de la vertu qui se désolidarise du résultat. S'il vous plaît, non, attendez. Les mêmes personnes sont passées par tous les réseaux sociaux, par tous les médias, pour fustiger le résultat. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Les deux ont fustigé les résultats. Mais elles oublient, et ça, c'est cette dichotomie spirituelle, d'oublier qu'on a été soi-même co-auteur, co-constructeur, donc on est comptable de ces résultats, et on se retrouve maintenant d'une vertu tellement blanchâtre, tellement lumineuse, que l'on dise aux Camerounais que dans 5 ans, je vais résoudre tous vos problèmes que je n'ai pas pu résoudre dans les 40 dernières années. Alors que j'étais membre des équipes à qui on avait donné des instructions pour le faire. S'il vous plaît, monsieur le maire, tout à l'heure, celui qui donne les instructions, s'il vous plaît, celui qui donne les instructions leur a donné les moyens. Qu'ils n'ont pas mis en œuvre, on les a maintenus. On en arrive, si vous permettez. Prêtez-moi l'argent, pas les mots. Je vous ai dit, l'honneur a besoin d'argent. Si vous en avez donné, moi, non. Je voudrais finir donc là-dessus, n'est-ce pas, monsieur? C'est pour dire, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui à une population. Ne votez pas pour un tel. 2 ans plus tard, vous revenez voter pour un tel. 20 ans plus tard, non, la personne est mauvaise, c'est moi. De deux choses l'une. Ou c'est vous qui êtes pas logique, ou vous moquez de la population en croyant qu'elle ne peut pas comprendre votre jeu.
Ça, c'est de deux choses. Les mêmes étaient venus depuis 92. On brûlait la ville de Garoua, nous n'oublierons jamais cela. Parmi ces deux personnalités, l'une d'entre elles a été l'instigateur de tous ces mouvements de 92. Tout le monde le sait. Et nous avons payé ces stigmates-là assez longtemps jusqu'à ce que nous puissions rebâtir cette ville et ce qu'elle devient ce qu'elle est aujourd'hui. Et que ces mêmes personnes aujourd'hui, vêtues de leur nouvelle vertu, de leur nouvelle virginité, arrivent et se permettent de nous dire non, tout ce qui a été fait il y a 40 ans est mauvais, c'est nous qui sommes les bons, c'est nous qui sommes les gentils, c'est nous qui sommes ceux qui vont vous sauver. Cette approche messianique du pouvoir ne doit pas prospérer. C'est l'escroquerie intellectuelle. Et puis la dernière chose donc, la dernière. On dit chez moi, je vais dire une session en fulfulde, je vais la traduire, on dit il vaut mieux son âne qu'on connaît que le fougueux cheval qu'on ne connaît pas et qu'on espère dompter. Nous avons cheminé avec quelqu'un que nous connaissons. Nous pouvons savoir comment est-ce que nous pouvons travailler avec cette personnalité, qu'avec ceux qui étaient des nôtres, qui sont retrouvés autour de cette personnalité en oubliant que nous étions en dessous, parce qu'elles estiment que nous sommes au fin fond de la trappe, elles nous y avaient laissés. Elles étaient dans cette trappe. Lorsqu'elles sont arrivées à la lumière, comme dans Sisyphe, elles ont estimé que la pierre devait tomber sur nous. Qu'elles nous laissent dans nos pierres, nous allons continuer à regarder vers le soleil. Voilà la vérité. Merci. Oui. Je ne peux pas aller juste un mot. Je constate malheureusement que le président est dichotomique. Pour la simple raison qu'en même temps qu'il apprécie le bilan, lorsque c'est Chiroma qui en parle, il dit que c'est mauvais. Et puis, je ne fais qu'à reprendre. Jamais vous assumez ça, mais elle vous dit on peut faire mieux. Vous prononcez le nom de ces personnes. Moi je prononce. Je ne dis pas quelqu'un. Non, je ne l'ai pas appelé personne. J'ai appelé ces personnalités. Voilà. Désolé, je n'ai pas appelé quelqu'un. J'ai dit Moi, personnalité. je pense que c'est plus respectueux également. Et je vous ai dit, elles savent quel est le respect que j'ai pour elles. Oui. Ces personnes. Ces personnalités savent exactement combien je les respecte. Mais je dis à un certain moment, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir les populations du Cameroun souffrent. C'est vrai, ce n'est pas tant l'amour ou le désamour, c'est les résultats qui ne sont pas là. Vous avez reconnu. Merci, monsieur le maire. Et vous pensez qu'elle pourra apporter ces résultats? Merci beaucoup, tout le monde peut les apporter. L'émission elle est terminée. L'émission elle est terminée. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Le président est venu jusqu'ici. Merci, je vous en prie. J'espère qu'on recevra. Notre plaisir, l'honneur a été le mien. Vous avez les populations de la région du Nord. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Je vois un président du conseil régional encore mieux du RDPC donner une telle bonne leçon. N'allez pas oublier, il finit par là. C'est quelque chose d'incroyable. Je crois que nous ne pouvons pas rater cette occasion. Vous êtes surpris d'avoir des gens comme ça. Moi, je veux vous inviter à essayer dans notre petit arrondissement pour que vous essayiez tout de moins. Vous êtes déjà une expertise et l'honneur doit bénéficier et profiter de cette expertise. J'accepte l'invitation. J'accepte l'invitation. Je suppose que M. Timérina a entendu ce qui a été dit. Il préfère le nom.